Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir patienté un petit peu. Madame Lepage devrait nous rejoindre. Elle avait des problèmes de connexion, comme ça arrive parfois. Donc merci de nous rejoindre pour ce quatrième webinaire de la JE de ce début d'année. Vous le savez, voilà 20 ans à peu près tout juste, la France se dotait d'une charte de l'environnement et au moment où une partie du personnel politique, notamment conservateur, souhaite donner quelques sérieux coups de rabot aux politiques environnementales tricolores, nous avons voulu célébrer l'anniversaire de cette charte et tirer un bilan de l'application de cette loi fondamentale de l'environnement. On s'en souvient peut-être, le texte fut préparé pendant 4 ans par une commission constituée de scientifiques, d'universitaires, d'acteurs de la société civile, commission présidée par le professeur Yves Coppens. Elle s'appuyait sur l'avis de deux comités, un comité scientifique et un comité juridique. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas des familiers de ce texte ou qui ont un petit peu oublié leur cours de droit de l'environnement, je vous rappelle que la charte fixe quelques grands principes simples, comme celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Toute personne a le droit, et ça marche pas toujours, le devoir, pardon, de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages. Et les autorités, ça non plus, ça ne marche pas toujours. Ah, excusez-moi, je crois que j'ai à nouveau Madame Lepage en ligne. Oui, ça ne marche toujours pas. Alors attendez, je vais tenter de vous faire envoyer un autre lien par le régisseur. À tout de suite. Alors, hop. Ah, voilà. Ce sont les joies du direct. Alors, je vais tenter de poursuivre. Donc, je le disais, dans son article 5, le texte euh, dit que les autorités publiques doivent appliquer le principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, mettre en œuvre des procédures d'évaluation des risques et adopter des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. On doit aussi promouvoir le développement durable et toute personne a le droit, dans des conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement. Nous en parlerons. Alors, pour tenter de tirer un premier bilan de l'application de ce texte, nous avons convié 4 grands témoins, dont 3 sont des usagers réguliers de ce texte, je pense. Donc, Corinne Lepage qui va nous rejoindre. Elle est avocate spécialisée en droit de l'environnement, docteur en droit, et elle a été ministre de l'Environnement entre 95 et 97, si ma mémoire est bonne. Arnaud Gossement, qui est avec nous, est lui aussi avocat spécialisé en droit de l'environnement. Il est aussi docteur en droit et il a été membre du comité de pilotage des États généraux de la modernisation du droit de l'environnement. Michel Badré, qui est un ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Il a présidé la CPDP en charge du débat public sur le nouveau nucléaire il n'y a pas si longtemps. Il est l'auteur récent d'un livre sur la démocratie environnementale qui s'intitule La démocratie environnementale face à la réalité aux éditions Coince. Et dans une petite demi-heure, Nathalie Kosciusko-Morizet nous rejoindra. Elle travaille désormais dans une société de capital investissement. Elle a été ministre de l'écologie entre 2010 et 2012 et elle a été auparavant députée de l'Essonne. Et à ce titre, elle a été la rapporteure parlementaire sur la charte de l'environnement. C'était la raison pour laquelle nous l'avons conviée. Donc, elle nous rejoint vers 14h30 en principe. Ce que je vous propose, c'est qu'en attendant que Maître Lepage nous rejoigne, c'est que... Je suis là, je suis là, Ah, je suis là. voilà. Je suis sur Bonjour. le téléphone parce que sur l'ordinateur, c'est absolument impossible. Ça marche pas. D'accord, ce sont les joies du direct. Ouais. Merci d'être avec nous, même si c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc, j'ai pas été très loin dans le détail. J'ai rappelé qui étaient les intervenants et quels étaient finalement les grands principes édictés par la charte. Ce que je vous propose, on va commencer par un petit tour de table, si vous le voulez bien, et ce que j'aimerais que vous nous disiez les uns et les autres, c'est qu'est-ce que ce texte a et n'a pas apporté à la défense de l'environnement, finalement. Maître Lepage, peut-être. Oui, bonjour. D'abord, désolé pour mon retard. Euh,
Je dirais que pour être honnête, j'étais assez sceptique quand le texte est sorti, même si c'est mon cabinet qui a obtenu la première décision de référé en application de la Charte de l'environnement pour une rave party qui devait se tenir dans l'est de la France et qui était extrêmement défavorable au maintien de la biodiversité. C'était surtout, mon scepticisme venait surtout de la question du principe de précaution et de plus du fait que c'était une charte adossée à la Constitution. Et donc, tant que le Conseil constitutionnel n'en avait pas précisé la portée réelle, c'était difficile de savoir si ça aurait une valeur constitutionnelle au même titre que le préambule. Euh, Depuis lors, je dirais que mes inquiétudes se sont apaisées et je pense que c'est un texte qui a été extrêmement utile dans le droit interne pour l'application ou la non-application du droit de l'environnement. Donc moi, j'ai un jugement vraiment assez positif. Bon, avec quelques difficultés sur la différence qu'il y a entre les différents articles de la charte et le préambule, mais je dirais que les récentes décisions du Conseil constitutionnel qui font des interprétations qui mêlent l'un et l'autre permettent en réalité d'utiliser les notions qui sont tout à fait essentielles, qui figurent dans le préambule de la charte et non pas dans le corps du texte de la charte. Maître Gossemont, vous partagez l'analyse faite par Corinne Lepage? Alors oui, tout à fait. Je compléterai juste sur le fait qu'il ne faut pas réduire la charte de l'environnement, bien entendu, à la partie juridique qui est fondamentale. Il y a aussi une partie politique. C'est un texte qui procède de choix presque philosophiques, qui a permis peut-être de mettre sur le devant de la scène ce qu'on appellerait l'écologie humaniste, hein. On le voit dans les premiers considérants introductifs de la charte, que c'est un choix d'une certaine écologie qui a été mise en avant par la majorité de l'époque et évidemment par une personne comme Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était députée rapporteure de la charte à l'époque, et la majorité de l'époque, faut le rappeler, était une majorité qui était aussi une majorité plutôt conservatrice, qui pourtant a voté ce texte, mais qui a fait un certain choix d'une certaine écologie qu'on pourrait appeler humaniste. C'était très important de mettre en avant ce courant de pensée qui était peut-être plus timide, moins visible, et qui pourtant me semble pouvoir être presque majoritaire. Avec une petite déception, c'est que aujourd'hui, on pourrait faire évoluer un peu cette écologie humaniste, l'ouvrir aux animaux, et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui me paraît assez révélatrice de sa jurisprudence, c'est-à-dire elle fait preuve d'une certaine timidité. Le Conseil constitutionnel a rendu des décisions importantes, mais il pourrait aussi élargir un peu le champ d'application de cette charte, qu'on ne va certainement pas réviser à l'avenir. Les révisions constitutionnelles sont une vue d'esprit, hein. Il n'y aura jamais soit de majorité ou ça serait trop dangereux d'ouvrir la boîte de Pandore. Mais par exemple, sur le bien-être animal, qui est, je pense, une demande très forte, notamment des jeunes générations aujourd'hui, je le vois chez les étudiants, il avait la possibilité aujourd'hui de le faire, il l'a pas fait, avec une motivation quasiment absente de sa décision. Je trouve que c'est dommage, il aurait pu aller un peu plus loin dans le champ de cette écologie qui s'ouvre aussi à de nouvelles considérations qui me paraissent pas antinomiques. Et puis, il y a deux autres principes aussi sur lesquels il a fait preuve de timidité. C'est dommage, ça aurait donné aussi du champ à cette écologie humaniste. La première, c'était un principe que Jacques Chirac lui-même avait appelé dès son premier discours à Orléans en 2002. Il parle beaucoup de responsabilité et du principe d'intégration. Il souhaite que l'écologie soit intégrée dans toutes les décisions prises par toutes les administrations, dans toutes les politiques publiques. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a toujours refusé de donner sa pleine valeur à l'article 6, qui traduit ce principe d'intégration, même si les mots principe d'intégration n'y sont pas. Et notamment, il refuse que cet article 6 soit invoqué à l'occasion de questions prioritaires de constitutionnalité. Je trouve ça dommage aussi. Et un deuxième principe aussi, où je trouve qu'il fait preuve de timidité, pourtant de très nombreux juristes ont essayé de le convaincre d'avancer là-dessus, c'est de déduire de l'article 2 un principe de non-régression qui se trouve inscrit dans la loi depuis 2016, qu'on aurait pu déduire de l'article 2, comme d'ailleurs le Conseil constitutionnel belge l'avait fait, et le Conseil constitutionnel français
ne l'a pas fait, ce qui est dommage parce qu'aujourd'hui, quand on voit les tentatives de recul par des lois soit mal rédigées, soit franchement contre-productives, ça aurait pu être précieux d'avoir ça. Timidité du Conseil constitutionnel, mais de l'autre côté, un juge administratif, Corinne Lepage a eu raison de le rappeler, qui a rendu de belles décisions. Et très récemment, notamment, cette décision sur la protection d'un oiseau, le lagopède alpin, le 18 octobre 2024, il a étendu le champ du référé liberté, qu'il avait déjà fait en 2022, mais c'est la première fois qu'il y a une application par le Conseil d'État en référé liberté. C'est-à-dire qu'en très très peu de temps, le juge a pu annuler une menace, une autorisation de chasse de cet oiseau en voie de disparition. Voilà, excusez-moi, j'ai été trop long, mais voilà, il y a un courant philosophique que le Conseil constitutionnel pourrait un petit peu étendre aujourd'hui, je pense. Michel Badré, l'un des articles de la charte, le septième, je crois, stipule que toute personne a le droit d'accéder à des informations relatives à l'environnement. Comme organisateur, entre guillemets, de débats publics, est-ce que vous considérez que cet objectif est atteint ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire? Alors, je voudrais d'abord dire de quel pas de porte je parle, hein, selon l'usage dans ce genre de réunion. Contrairement à Corinne Lepage et Arnaud Gossement, j'ai pas du tout de qualification juridique pointue pour dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien ou ce qu'il faudrait faire de plus dans la charte. Par contre, vous venez de le dire, en tant que praticien, non seulement des débats publics, mais aussi de l'autorité environnementale, où j'ai passé quelques années au moment de la mise en place de cette structure, je trouve que l'article 7 que vous venez de rappeler, il est très très bien rédigé. Et mes collègues d'ailleurs dans les deux débats publics se moquaient de moi parce que je pouvais rarement me retenir de rappeler cet article au public en disant, il dit bien les deux choses ensemble et c'est très bien qu'il les ait dit dans le même article que toute personne a le droit d'accéder aux informations détenues par les autorités publiques et que toute personne, les mêmes, ont le droit de participer à l'élaboration des décisions. Et évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, hein. Participer à l'élaboration des décisions, si on n'a pas les informations, ça marche pas. Donc, je trouve que cette rédaction est très bonne en tant que principe. Excusez-moi, il y a de l'écho. En tant que principe général, cette rédaction est très bonne. Maintenant, on y reviendra sans doute dans la suite de notre discussion. Pour la mise en œuvre opérationnelle, chaque mot de cet article invite à préciser des choses. Toute personne, c'est qui? Alors, vous allez me dire, bah, c'est tout le monde, c'est écrit. Mais il faut réfléchir un peu plus à ce qu'il y a derrière. Toute personne a le droit d'accéder aux informations, mais comment on fait? Il suffit pas de livrer des adresses de sites internet et puis de dire débrouillez-vous avec ça. Et puis, toute personne a le droit de participer à l'élaboration des décisions. Une décision sur un grand projet, c'est quelque chose de complexe qui s'étale sur une longue période. Je peux prendre l'exemple extrême de CIGEO, le centre de stockage de déchets nucléaires, le projet de centre de stockage, sur lequel le processus de décision, tel qu'il est descriptible en ce moment, dure une quarantaine d'années. Donc l'élaboration, la participation à l'élaboration des décisions sur un projet comme celui-là, ça marche comment? Il y a des choses à préciser. Mais je le redis, si on me demandait ce qu'il faut modifier dans la rédaction de l'article 7, je dirais rien. Il est bien rédigé. Mais il faut se poser des questions de mise en œuvre qui, elles, nécessitent de réfléchir et chaque projet est particulier. Nous avons la chance d'avoir parmi nous, enfin, si l'on peut dire, Michel Prieur, qui est professeur agrégé émérite de droit de l'environnement et doyen de la faculté de Limoges. Je ne sais pas si, Monsieur Prieur, si vous souhaitez intervenir et donner votre avis aussi. Oui, oui, bonjour à tout le monde. Euh, Bien sûr, la charte était inattendue et surtout elle a été inattendue venant de la part de Jacques Chirac. Et elle constitue incontestablement une étape fondamentale pour les progrès du droit de l'environnement, mais comme ça a déjà été mentionné, elle se heurte à une trop grande timidité pas tellement du juge administratif, mais du Conseil constitutionnel. Et puis, il a fallu, ceux qui à l'époque étaient aux manœuvres, il a fallu beaucoup argumenter pour convaincre
une partie des constitutionnalistes que la charte de l'environnement entraînait des obligations juridiques, ce qui était assez étonnant comme controverse au niveau doctrinal. Et puis, il faut aussi noter que il y a peut-être un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui mériteraient d'être intégrés dans la charte, mais comme cela a été dit, la charte, heureusement, lors de la procédure de révision constitutionnelle qui a échoué en 2020-2021, la charte n'a pas été modifiée. Alors on peut considérer qu'elle est intouchable. Est-ce qu'elle est vraiment intouchable? La déclaration de 89 et le préambule de 46, on n'y a pas touché. Est-ce qu'on fera pareil avec la charte? L'avenir politique de la France nous amène à nous poser sérieusement la question. Alors, vous savez, vous êtes dans un webinaire avec une très grande majorité de journalistes, donc on a besoin de réponses simples finalement. Euh, Peut-on dire que la charte a fait progresser le droit à la défense de l'environnement? Vous avez cité quelques exemples, mais d'une façon générale, est-ce que c'est un bon levier pour les juristes défenseurs de l'environnement ou est-ce qu'il manque encore quelque chose? Non, mais c'est sûr que c'est un bon levier. Si elle n'existait pas, on serait encore à des années-lumière en retard. Donc c'est un bon levier. Peut-être qu'il n'est pas encore assez connu, bien qu'avec la QPC, il se développe de plus en plus. Mais il y a peut-être une question d'information du public et des acteurs de la société civile qui n'en font peut-être pas suffisamment usage. Il faudrait que de façon assez systématique, avec l'appui des avocats spécialisés, on multiplie encore les pressions jurisprudentielles pour rendre vivante la charte. Alors justement, maître Lepage et maître Gossement, vous êtes interpellés. Bonjour Michel, d'abord, je suis contente de t'entendre. Chaque fois qu'on a besoin, dans un raisonnement juridique, de remonter aux sources, bien évidemment, on tombe sur la charte de l'environnement et on essaye, chacun d'entre nous, je pense, de nourrir des interprétations extensives de la charte et de permettre une évolution qui suit l'évolution de la société. Par exemple, la décision qui a été rendue à propos de CIGEO sur le droit des générations futures est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, et ça, c'est des avocats qui y ont pensé. Donc voilà, je pense que pour chacun des défenseurs de l'environnement que nous sommes, je parle en tout cas pour Arnaud et moi-même, c'est un réflexe quasi automatique que de se référer à la charte pour essayer de l'améliorer, de la faire évoluer chaque fois que c'est possible. Mais les QPC, elles ne sont pas toujours faciles à obtenir. Le Conseil d'État n'est pas très friand des QPC et la Cour de cassation non plus, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas ce Maître qu'en pense. Gossement, Pardon? vous souhaitez compléter Oui, alors juste un point. D'abord, salut effectivement Michel Prieur et Michel Badré. Signaler que Michel Badré vient de sortir un bouquin qu'il est indispensable de lire hein, sur la démocratie environnementale. Et Dieu sait si c'est l'un des meilleurs experts, je dis ça sans flatterie. Et je salue également la présence, je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais pas s'il souhaite intervenir, mais du juge au Conseil d'État qui a rendu la décision dont je parlais tout à l'heure sur le fameux lagopède alpin en matière de référé liberté et le remercier d'avoir permis cette grande avancée de la jurisprudence et permis à des associations comme le Comité écologique ariégeois ou Envoice de saisir en urgence un juge pour faire face au risque de destruction d'une espèce protégée. C'est vrai que les avocats, les juges répondent aux questions que leur posent les avocats et les juristes associatifs lorsque les associations vont devant le juge sans avocat. Je n'ai pas fait de statistiques, je n'ai pas fait d'études, mais il me semble effectivement que quand j'en parle avec des confrères et des consoeurs, il y a une certaine timidité aussi. Elle n'est pas que du côté du Conseil constitutionnel. Il y a une certaine timidité à manipuler la charte, à l'invoquer
comme si c'était un texte, parce qu'il est général, qui ne serait pas suffisamment sérieux pour exciper de l'illégalité de tel ou tel acte administratif qui, lui, peut être très précis. Il peut y avoir cette timidité, c'est vrai. Et puis, je suis aussi frappé, mais je vous remercie de l'avoir fait, d'avoir organisé ces webinaires, y compris du côté des journalistes. C'est aussi votre travail, je crois, de faire vivre ce texte qui est au sommet de notre droit, d'en parler, de le faire vivre, d'en rappeler l'histoire, d'en faire le bilan. Alors évidemment, je ne généralise pas. De nombreux journalistes parmi vous, mais vous, vous êtes les plus concernés, vont parler des décisions de justice ou autres qui intéressent la charte. Mais globalement, je ne sais pas si le grand public est suffisamment informé encore aujourd'hui de l'existence de ce texte, de son histoire, de son intérêt et de la manière dont il peut s'en emparer. Aujourd'hui, je finis là-dessus. Vous avez quand même un mouvement extrêmement intéressant, très porteur d'espoir, de conjonction entre les droits de l'homme ou les droits humains, je ne rentre pas dans le débat, et le droit à l'environnement. C'est un mouvement, la charte y a participé en 2005 lorsqu'elle a été constitutionnalisée. On voit que la Cour européenne des droits de l'homme, à plusieurs reprises, très récemment le 30 janvier, vient d'établir ce pont entre le droit à l'environnement et les droits de l'homme. Je crois aussi que les associations environnementales et celles qui défendent les droits de l'homme peuvent se saisir de ce droit à l'environnement, qui est un droit à la vie, et manifester, écrire, s'exprimer pour faire vivre ce qui est un droit de l'homme quand même. Voilà, donc d'un point de vue politique, on peut la faire vivre beaucoup plus aussi. Alors, je ne sais pas si le magistrat qui a été Je voulais précisé pas le mettre mal à l'aise, hein, mais comme par je le Maître sens. Gosselin souhaite intervenir. S'il le souhaite, il est évidemment le bienvenu, parce que ça permettra de rebondir sur son propos avec une autre question. Michel Badré? Oui, j'aurais bien voulu d'abord remercier Arnaud Gosselin pour la pub qu'il vient de faire pour mon livre. C'est très Elle est gentil à lui. sincère. C'est très très gentil. Mais je voudrais ajouter une chose, aussi bien Michel Prieur que lui à l'instant ont dit qu'il fallait que la société civile, enfin que la société s'empare de la charte de l'environnement. Je voudrais dire qu'il n'y a pas que la société dite civile, il y a aussi les administrations et les grands maîtres d'ouvrage qui doivent le faire. Et là-dessus, il y a encore du travail. Il y en a même beaucoup. Je voudrais juste vous donner un exemple qui est d'actualité. Il vient d'y avoir une concertation sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Oui. Tout à fait à la fin de cette concertation a été rendu public l'avis de l'autorité environnementale sur le projet de PPE. C'était un réflexe de l'autorité environnementale, elle rend toujours public ses avis. Un certain nombre d'utilisateurs, dont les ONG, ont dit, mais c'est curieux, ça serait quand même bien d'avoir l'évaluation environnementale sur laquelle porte cet avis. Et cette évaluation n'était pas publique. Et il a fallu la demander. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas la réponse à cette demande, ce qui est quand même assez paradoxal, hein, 20 ans après la charte et presque 50 ans après la loi de 76 sur les études d'impact, qu'il faille encore demander que ce genre de document soit rendu public, alors que pour l'information du public, pour qu'il puisse participer à l'élaboration des On ne vous entend décisions. plus, Monsieur Badré. Ah, pardon. Je disais que pour l'information, ça C'est va bien, mieux on là? n'entend plus, oui. Pour l'information du public, le fait que toutes les autorités publiques mettent à disposition de tout le monde ce genre de documents, ça paraît être vraiment à la base. Donc il y a encore pas mal de travail à faire. De ce point de vue-là, je trouve que c'est très bien que vous fassiez ce webinaire maintenant, parce que là aussi, c'est pas original de ma part de le dire, mais depuis 2 ou 3 ans, on a quand même l'impression, sans tomber dans le syndrome du c'était mieux avant, qu'on est plutôt dans une phase régressive que dans une phase de progrès, pour parler par euphémisme, en matière de prise en compte de l'environnement. Alors, le magistrat nous fait savoir qu'il n'a pas de micro, donc il ne pourra pas intervenir. C'est dommage. Ce que je voulais, c'est dommage parce que j'avais une question à lui poser directement, c'était de savoir si les praticiens du droit, que sont les avocats et les magistrats, sont-ils familiers avec les principes édictés par la charte? Parce que pour avoir parlé avec des avocats, des élèves de l'ENM, par exemple, de l'École nationale de la magistrature, ça ne me semblait pas évident. Je pense que si je peux répondre à cette question, bien je ne suis pas magistrat évidemment, mais comme j'ai bien compris, il n'y a pas de magistrat qui ait la parole. D'abord, saluer Michel Badré
dire que je partage totalement ce qui vient d'être dit. Comme moi, je n'ai aucune obligation de réserve. Je dirais de manière extrêmement claire que nous assistons à une véritable déconstruction du droit de l'environnement. Et malheureusement, je pense que c'est pas terminé, et en particulier de tout ce qui concerne la démocratie environnementale. C'est-à-dire tout ce qu'on a construit depuis vingtaine d'années maintenant, même plus parce que pour monter aux lois Bouchardot de 83 sur l'enquête publique, tout ça fait l'objet d'une déconstruction systématique sous couvert de simplification et pour gagner du temps, ce qui me paraît être tout à fait contre-productif parce qu'on ne gagne pas de temps et on en perd beaucoup. Je veux dire par là, plus vous frustrez les gens, plus vous les empêchez de s'exprimer en amont et plus vous aurez du contentieux en aval. Donc, et du contentieux qui peut marcher parce que précisément l'information du public et sa participation n'auraient pas été assurées de manière correcte. Donc voilà, je trouve que c'est très stupide, mais malheureusement, c'est en voie de généralisation. Sur la question que vous venez de poser, je pense que l'ENM forme les magistrats judiciaires, elle ne forme pas les magistrats administratifs. Nous sommes d'accord. Magistrat administratif, c'est l'ENA, pour l'essentiel. Donc pour les juges judiciaires, je dirais qu'il y a un intérêt nouveau pour le droit de l'environnement avec la création des chambres spécialisées, enfin des chambres et des parquets spécialisés en matière d'environnement qui ont été régionalisés avec des magistrats qui, franchement, s'intéressent de plus en plus au sujet. Et puis l'ENM a des cours de formation en droit de l'environnement. Alors, est-ce qu'ils insistent suffisamment sur les QPC et le rôle du Conseil constitutionnel? Honnêtement, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les programmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une vraie volonté de rendre beaucoup plus complète la formation des futurs magistrats en matière environnementale. Alors, je vous propose de répondre déjà à quelques questions qui sont posées par les internautes. La première de Samoria Wilson qui demande dans les hiérarchies des normes, quelle est la valeur juridique de la charte? C'est une valeur constitutionnelle, ça s'impose à la loi. C'est plus ça. Alors, une question de Thibault Leblanc sur le principe de non-régression. Comment s'en saisir et pourquoi alors qu'il n'est pas constitutionnalisé? Pardon. Alors en fait, en 2020, le législateur a voté une loi pour revenir sur l'interdiction de produits phytosanitaires qu'on appelle les néonicotinoïdes. Il y a eu je simplifie énormément, il y a eu dans un premier temps une interdiction qui avait été votée, puis dans un deuxième temps, le législateur a voulu revenir, je simplifie, par extension de la période d'autorisation antidérogatoire, bref. Et à ce moment-là, effectivement, des parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel pour lui demander de faire la même chose que le Conseil d'État avait déjà fait en 2017 à propos des études d'impact. Le Conseil d'État, je simplifie beaucoup et je parle sous contrôle de conseillers d'État qui m'écoutent, le Conseil d'État avait estimé qu'à partir du moment où le pouvoir réglementaire avait entendu franchir une étape en soumettant des projets à une évaluation environnementale, il ne pouvait pas revenir en arrière complètement. Il pouvait soumettre un projet, par exemple, de gymnase à une étude d'impact au cas par cas, mais pas à une absence d'étude d'impact. Le Conseil constitutionnel a refusé de déduire de l'article 2. C'est un article 2 très important parce que n'oublions pas qu'il précise qu'il y a pour chacun un devoir de préservation et d'amélioration de l'environnement. On ne doit pas juste protéger, on doit améliorer, notamment bien entendu pour réparer tout ce qui a été dégradé par le passé. Le Conseil constitutionnel avait été saisi de porte ouverte, de porte étroite, pardon, comme on dit, et avait refusé de le faire. C'est dommage parce qu'aujourd'hui le principe de non-régression il est inscrit dans la loi, donc il s'impose aux décisions prises par l'administration. Mais le législateur, lui, peut revenir sur des acquis, puisqu'au-dessus de lui, il n'y a pas de principe de non-régression. Mais je parle sous contrôle de Michel Prieur, qui est le père de ce principe. Michel Prieur, souhaitez-vous compléter? Non, 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 c'est parfait, c'est parfait. Bon, alors si le père du principe est content, nous allons passer la parole à Myriam Granier qui a une question. Madame Granier, vous pouvez prendre le micro. Ah, plus de micro. Bon, alors nous allons passer à une autre question, toujours de Samoria Wilson, qui se demande si
si le risque d'atteinte est limité ou non. Risque d'atteinte à quoi, pardon? D'atteinte, je comprends pas la question, je suis comme Arnaud. Si, Alors, si madame peut préciser sa question. Samoria Wilson, prenez la parole. Ce sera peut-être plus simple. Ne soyez pas timide. Non, non, mais en fait, je suis en open space. Vous m'entendez? Oui, Non, ce que je disais, en fait, parce que tu n'as pas lu la question en entier. Parce elle a dit sa valeur constitutionnelle. Donc, valeur constitutionnelle, pour changer quelque chose qui a une valeur constitutionnelle, c'est compliqué. Donc, c'est simplement savoir si est-ce que ça, quelque part, ça protège pas un peu, parce que dans ces cas-là, l'attente est bien sûr qu'il y a des lobbies qui font pression, mais le fait que ça a une valeur constitutionnelle, est-ce que ça la protège pas un peu? Ah, si, un peu, mais justement, c'est en ça que Arnaud a raison. Quand il dit, par exemple, sur le principe de non-régression, que le pas n'a pas été franchi alors qu'il aurait pu l'être sur l'amélioration de l'environnement, ça veut dire que le principe ne s'applique pas aux législateurs. Donc, bon, en revanche, par exemple, sur la prise en considération des générations futures, maintenant, ça s'appliquera. Donc voilà, on est très dépendant de ce que le Conseil constitutionnel veut bien dire en termes d'évolution lorsque ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la charte de l'environnement. D'accord, merci. alors je crois que Nathalie Kosciusko-Morizet nous a rejoint, je leur remercie. Donc pour rappel, comme on dit vulgairement, Madame Kosciusko-Morizet a été députée de l'Essonne et à ce titre, elle a été la rapporteure à l'Assemblée nationale du texte dont nous débattons depuis une demi-heure. Merci Madame Kosciusko de nous rejoindre. Ce que je voulais voir que vous nous racontiez plus exactement, c'est comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été un texte facile à faire voter? Je crois que vous avez dû faire preuve de beaucoup de pédagogie et de diplomatie, notamment auprès de vos confrères chiraciens. Comment ça s'est passé à l'époque? Bonjour, merci pour votre invitation. Euh, ça a été un texte un peu curieux dans la mesure, à faire voter, dans la mesure où il y avait une espèce d'inversion euh, dans l'appétence politique qu'on pouvait attendre. C'est-à-dire que c'était un texte qui était porté par le président Chirac, lancé par le président Chirac, donc qui avait vocation à être porté par sa majorité. Euh, et sa majorité était, on peut le dire, assez inégalement convaincue sur le texte. Et de l'autre côté de l'hémicycle, on avait, alors pas non plus tout le monde, mais il y avait certains parlementaires qui avaient en fait de l'intérêt vraiment pour le texte et qui, je pense, dans le fond, auraient aimé le porter, mais qui étaient gênés pour le soutenir pour des motifs politiques. Donc on s'est retrouvé, oui, ça a été parfois même presque un petit peu burlesque, euh, avec des absences ou des présences diplomatiques dans l'hémicycle, et jusque d'ailleurs au Congrès, parce que jusqu'au Congrès à Versailles, il y a eu des votes pour inattendus, des abstentions inattendues. Euh, Bref, enfin, c'est un texte qui a réussi à trouver sa majorité et finalement à faire son chemin. Et je pense que si on en rediscutait aujourd'hui, on n'aurait pas les mêmes difficultés. Mais à l'époque, oui, c'est ça, ça défrisait un peu. Qu'est-ce qui retenait finalement vos confrères et vos consoeurs de la majorité de voter ce texte? Je crois qu'on était à une époque où il y avait encore dans une partie de la droite l'idée que euh, l'écologie, c'était des sujets techniques et non politiques, et que c'était des séries, et Corinne doit bien s'en souvenir, des séries de politiques sectorielles. Donc c'était normal, il fallait faire une politique de l'eau, il fallait faire une politique de l'air, il fallait faire une politique des déchets. Tout ça n'était pas contesté, mais que ça devait rester au niveau technique, que l'idée d'en faire un projet politique était malvenu, pour le mieux, voire subversif. Et d'ailleurs, ça s'incarnait dans le choix des mots, c'est-à-dire que vous aviez ceux qui, à toute force, ne voulaient pas utiliser le mot écologie, qui était vu comme le pendant politique, en fait, du projet. Je ne sais pas très bien
pourquoi, enfin, oui, on peut voir pourquoi, mais ça peut se discuter, et qui préférait utiliser le mot environnement, qui à l'époque était porteur, semblait être porteur plus de de ce caractère technique. Et pour moi, le vote de la Charte de l'environnement a consacré en quelque sorte cette acceptation, cette entrée de l'écologie dans le champ politique accepté par toutes les parties prenantes dans l'hémicycle. Alors, Maître Lepage et Gosselin et Michel Badré ont détaillé quelques limites au texte et à son application aussi. Est-ce que rétrospectivement, vous avez l'impression qu'on aurait pu faire mieux si vous aviez été davantage soutenu? Ou est-ce que c'était ce qu'on pouvait obtenir de mieux à l'époque? Non, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Euh, je pense qu'on a, je pense qu'on a réussi l'essentiel qui était de faire entrer un certain nombre de principes et d'une façon qui allait leur permettre de vivre, en fait, de faire entrer un certain nombre de principes au bon niveau dans la Constitution. Voilà, c'était ça le projet et je pense que cet objectif-là a été atteint. Après, dans le détail de la formulation des débats sans fin qu'il y a eu sur certains mots, sur certains... euh, bon, oui, on aurait pu faire, même d'une certaine manière sur enfin, le français. On aurait pu faire mieux. C'est-à-dire, quand vous lisez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est sublimement écrit. Euh, vous lisez la Charte constitutionnelle de l'environnement, ça, par endroits, ça n'a pas le même niveau de poésie et on sent qu'il y a eu derrière des débats mot à mot. Vous voyez, on sent qu'on n'est pas juste dans l'élan d'une traite et l'achèvement d'une pensée, mais qu'il y a eu des petits débats qui, pour certains, n'étaient pas forcément complètement du haut. Ça se voit un petit peu dans la façon dont c'est écrit. Mais enfin bon, faut pas non plus. Enfin, faut pas non plus voir le verre à moitié vide. Je crois que ce qui était essentiel, c'est de faire entrer les principes environnementaux dans la Constitution, tous les principes, parce qu'il y a eu aussi des débats sur, tiens, et si je prenais celui-là et pas l'autre, allez, c'est déjà par d'avant. Enfin, ce genre de choses-là. Et donc je crois que l'objectif, il a été atteint. Maître Gosselin, vous aviez une question pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, c'est une question que je rêvais de poser à Nathalie Kosciusko-Morizet. Lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, il y a eu 3 propositions de loi constitutionnelle pour compléter la charte de l'environnement, à qui il était reproché de ne pas parler du climat. Et il y a eu des débats assez vifs parmi juristes et autres, entre ceux qui considéraient que la charte visait l'environnement et que c'était bien suffisant et qu'il n'y avait pas besoin de la compléter, et d'autres au contraire, il y a eu des professeurs de droit notamment, qui considéraient qu'à l'article 1er, plutôt que de rouvrir la charte avec le risque de la boîte de Pandore, il fallait inscrire à l'article 1er une référence selon laquelle la République s'engageait pour le climat. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, cette charte se suffit à elle-même, ou est-ce que le changement climatique dont on parle plus aujourd'hui qu'en 2005 supposerait qu'on révise à nouveau la Constitution pour compléter la charte sur ce point? Moi, je trouve que la charte a rempli ses objectifs qui étaient d'inscrire les principes. Et pour moi, le climat est évidemment partie de ça. Enfin, je veux dire, c'est la résultante naturelle de tous ces principes. Il n'y a pas de question. D'une certaine manière, je trouve que, enfin, le fait qu'on pose la question est presque un petit peu comme s'il fallait marteler euh, quelque chose que je trouve que je trouve évidente. Encore une fois, j'ai certains regrets sur la charte, mais c'est plutôt sur la manière, sur la qualité de l'écriture. Je pense que tous les principes dont on a besoin sont dedans. Euh, oui, si on l'écrivait aujourd'hui, peut-être qu'on parlerait de changement climatique. Le changement climatique, c'est pas un principe. Le changement climatique, oui, c'est un sujet en soi. Euh, est-ce que, euh, est-ce que vraiment, est-ce que c'est indispensable? Je ne crois pas. Je ne trouve pas ça problématique. Et si on l'écrivait aujourd'hui et qu'on mettait le changement climatique, pourquoi pas? Mais le climat, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est indispensable? Je ne crois pas. Pour moi, le sujet, c'était, en fait, on a cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est extraordinaire, qui a inspiré le monde, qui a vraiment, et à cause de l'époque, il y a rien sur l'environnement. C'était ça le problème, c'était ça pas le scandale, parce que ça a ses raisons, mais c'était ça la chose avec laquelle on avait du mal à vivre. On se disait, voilà, il est conforme à la vocation de la France qu'elle a exprimée à travers cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de faire
un nouveau geste, d'entamer ce nouveau geste. Si on l'écrivait aujourd'hui, oui, peut-être on mettrait le climat dedans, mais voilà, les principes pour moi étaient suffisants d'une certaine manière. Maître Lepage. On ne vous Corinne, on entend t'entend pas. pas. La mettez sur mute. Le son. C'est bon. Oui. Voilà, je disais que j'étais très heureuse de te revoir et de te saluer. D'abord, dire que ça a quand même été très difficile. Nathalie est très diplomatique dans sa relation de ce qui s'est passé à l'époque. Moi, j'en ai quand même des souvenirs assez précis, d'autant plus que j'avais vécu à peu près la même chose 10 ans avant, enfin 6 ans avant, 8 ans avant, avec la loi sur l'air, où j'avais une majorité qui n'en voulait pas et une opposition qui en voulait, et c'est très compliqué. Et qu'elle s'est énormément battue et que les arbitrages qui ont été rendus par Jacques Chirac étaient les bons. À telle enseigne que j'ai entendu des anciens députés et pas des moindres de la majorité dire qu'il avait été gourouisé. Bon. C'est pour donner un peu comment dire, l'ambiance, note d'ambiance. Donc je crois que moi, avec la charte, on a fait le mieux de ce qu'on pouvait faire dans le contexte qu'on avait à l'époque. Alors ce serait à réécrire 20 ans plus tard, évidemment, peut-être qu'on dirait les choses différemment, mais sur les grands principes, ils n'ont pas tellement changé. Bon, on aurait pu écrire mieux, je dirais, le lien entre précaution, environnement, santé, mais les juges se sont chargés de faire ce lien. Donc c'était pas très grave que ce soit écrit comme c'était écrit. Sur le climat, je dirais quand même que ça se déduit du préambule de la charte, comme les générations futures, quelque part. Donc il faudrait arriver effectivement à avoir une bonne décision du Conseil constitutionnel qui le dise clairement et nettement. Je dirais qu'aujourd'hui, avec la jurisprudence de la CEDH à laquelle Arnaud faisait allusion tout à l'heure, que ce soit l'arrêt des Signorinone ou celui qui a été rendu à propos des déchets calabrais, qui pour la première fois reconnaît qu'une pollution peut être une violation de l'article 2, c'est-à-dire du droit à la santé, on a quand même aujourd'hui un corpus qui, au moins au niveau de la jurisprudence, alors certes, on est en dessous de la Constitution, quoique on peut même en discuter, de savoir si on est en dessus ou au-dessus, mais enfin bref, on a un corpus qui est quand même puissant sur la défense du droit de l'environnement dans ses impacts droits humains et notamment droit à la santé et droit à la vie. Donc je pense que là, on a franchement quelque chose d'assez solide. Ensuite, il faut évidemment qu'on ait les bonnes jurisprudences qui vont bien et qu'on ne soit pas non plus quelquefois dans l'affirmation de principe pour mieux rejeter la requête. Alors, une question de Laurent Radisson qui demande s'il y a des exemples à prendre auprès des cours constitutionnelles étrangères en vue de faire évoluer notre droit de l'environnement. Vous n'avez pas... Arnaud, vous voulez répondre? Sinon, je peux le faire. Non, Corinne, bien sûr, mais il y avait Michel Badré aussi qui posait une question. À moins que Michel Badré veuille répondre sur la question qui vient d'être posée. Non, j'en serais totalement incapable. Non, c'était un complément à la discussion précédente. Mais, ok, alors juste très rapidement là-dessus, oui, il y a la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l'arrêt Neuboer, qui a été rendu en 2021 à propos de la loi climatique allemande est quand même très intéressant. L'arrêt Urgenda, Cour suprême des Pays-Bas, rendu en 2021, si ma mémoire est exacte, est également très intéressant. Je dirais que dans la justice climatique, dans les arrêts rendus de par le monde sur la justice climatique, il y a à peu près eu ou en cours près de 3000 procès de justice climatique dans le monde. Donc on commence à avoir une sacrée jurisprudence. Il y a des choses très intéressantes à tirer, y compris de la jurisprudence indienne, de la jurisprudence du Nigeria, de la jurisprudence d'Australie. Il y a énormément de jurisprudence et dont certaines sont quand même très convergentes. Par exemple, sur quel point? Notamment sur le lien climat-droits humains. Alors, je n'ai pas encore vu, mais je parle sous le contrôle d'Arnaud, peut-être qu'il a vu, moi je n'ai pas encore vu, et j'attends ça avec impatience, de décisions qui reconnaissent
qui est un droit humain, le droit à un climat stable. On ne l'a pas eu au Conseil d'État, on ne l'a pas eu à la Cour européenne des droits de l'homme. On a essayé, mais on n'y est pas arrivé. Je pense que ça viendra. Mais par contre, le fait pour un État ou pour une entreprise de ne pas faire ce qu'il ou ce qu'elle peut faire pour réduire ses émissions contrevient à l'obligation de protéger les droits humains. J'ai un mot là-dessus. J'ai pas du tout l'expertise de Corinne et Arnaud sur les exemples à prendre sur les cours constitutionnelles étrangères, donc je m'abstiendrai. Mais en revanche, quand on a fait la charte de l'environnement, on avait regardé un petit peu ce qu'il y avait en fait euh, dans les constitutions étrangères. On avait trouvé des choses inattendues. Par exemple, je me souviens que en Colombie, il y avait des choses assez sophistiquées. Il y avait et, et pour le coup, je trouve que là, si on avait réussi à écrire les choses d'une manière un petit peu plus percutante, un petit peu plus au niveau, encore une fois, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, peut-être on aurait atteint une deuxième cible. On a atteint la première avec les principes, encore une fois, mais c'est vrai que pour rayonner dans le monde, il faut que les choses soient, soient claires et percutantes. Et en effet, sur le lien environnement-santé, sur le climat, voilà, on n'est pas dans le. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est extraordinaire, tout le monde comprend et tout le monde peut. Voilà, on en fait des chansons et des manifs à travers le monde. Euh, le type de formulation qu'on a sur le principe de précaution, bah voilà, on n'en fera pas une chanson. Euh, et, et quelque part, du coup, on perd. Voilà, la parole, c'est très important en politique. On perd un tout petit peu en impact du fait de la qualité de l'écrit. On a fait comme on pouvait. Alors, une question justement adressée à Madame Kosciusko-Morizet. Dans le rapport que vous avez porté à l'Assemblée nationale, il est souvent utilisé le terme objectif plutôt que de faire référence au terme droit au pluriel ou principe juridique. Était-ce une conviction de la part de la rapporteure ou un moyen de ne pas effrayer les parlementaires pour s'assurer du vote positif de la charte? Une question de Florian Savonito. Un moyen. Mais je le cache pas, Elle a raison. c'est comme ce que je vous dis sur la qualité de l'écriture. Euh, quand bah, il y a des, on voit bien dans le rapport, on voit bien dans le texte qu'il y a, on a essayé de pas être dans la compromission, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des petits compromis. Des petits compromis, justement, comme vous dites, pour pas faire peur. De même, charte de l'environnement, c'est pas la charte de l'écologie, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on a fait comme on pouvait. Et avec le moment, de ce moment de l'histoire. Et je vous dis, si j'ai un regret, moi, c'est celui-là, c'est que je trouve cette déclaration des droits citoyens, elle est au-dessus de l'histoire, elle est en dehors de l'histoire, elle est écrite dans un esprit et avec un niveau de poésie qui l'extrait du moment, elle est pas contingente. Dans la charte de l'environnement, il y a des choses qui sont un petit peu moins relevées que ça, je le reconnais bien volontiers. Enfin, volontiers. J'aurais préféré que ce soit pas le cas, mais c'est comme ça, c'est vrai. Question de Claire Avignon qui demande, on assiste à une remise en cause du droit de l'environnement, mais le principe de précaution à valeur constitutionnelle fait moins discuter qu'il y a quelques années. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Bah, on a dit beaucoup de bêtises sur le principe de précaution au moment où on l'a fait. Moi, je me souviens à l'époque, j'en pouvais plus de ça. La tarte à la crème, c'était d'expliquer qu'avec le principe de précaution, on n'aurait pas eu Pasteur et on n'aurait pas eu de vaccin contre la rage. Je ne sais pas d'où c'était parti. Si, je peux te dire, c'était parti. Mais on nous ressortait ça tout le temps, tout le temps. Il y avait des trucs comme ça, complètement dingues. On n'allait plus pouvoir innover en France, on n'allait plus rien faire en France, etc. Et puis bon, bah, voilà, l'expérience a bien montré que c'était pas du tout ça. Donc oui, il y a un certain nombre de polémiques qui se sont éteintes d'elles-mêmes. En revanche, on est entré dans une période et ça s'est accéléré récemment où le droit en général est remis en cause. Mais c'est pas que le droit de l'environnement. Regardez ce qui se passe à Washington. Le droit en général est remis en cause. Enfin, vous voyez, et d'ailleurs pas que. Enfin, il y a quelque chose dans l'esprit des temps qui questionne la légitimité du droit et l'avenir des sociétés fondées sur le droit. Ça va bien au-delà du droit de l'environnement. Corinne Lepage, vous souhaitez compléter? Deux choses. Un, pour dire que je partage tout à fait ce que vient de dire Nathalie, c'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement sur la remise en cause du droit et la remise en cause du juge, donc de l'état de droit.
Et ça va bien au-delà du droit de l'environnement, mais le droit de l'environnement en est quand même la première victime, hein. C'est le bouc émissaire bienvenu. Je voulais juste rajouter un point sur la question qu'avait posée cette personne pour dire qu'à mon sens, le fait que le principe de précaution figure dans le droit communautaire et soit appliqué de manière assez rigoureuse par la Cour de justice de l'Union européenne, je renverrai à l'arrêt Blaise de mémoire, je crois que c'est 1er octobre 2019, qui concerne les phytosanitaires, où il y a deux considérants assez longs qui expliquent en long, en large et en travers ce que veut dire principe de précaution, fait que c'est une bataille qui n'est pas intéressante à mener parce que c'est pas au niveau de la charte, ça se passe au niveau du droit communautaire. Et du reste, dans un arrêt récent rendu à propos de l'annulation d'une autorisation de mise sur le marché du Roundup, le Conseil d'État a substitué comme base légale au principe de précaution versus constitution qui figurait dans l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, le principe de précaution tel qu'il figure dans le droit communautaire. Une question ou interpellation de Michel Badré, je crois. Non, c'est pas une question, une interprétation, c'est aussi un complément à ce qui vient d'être dit pour dire qu'il n'y a pas que le principe de précaution qui est en cause. Il y a aussi l'article 7 et le droit de participer à l'élaboration des décisions. Je voudrais prendre là aussi un exemple d'actualité qui ne remet pas en cause la rédaction de la charte, mais ses modalités d'application. Il y a en ce moment, à l'occasion de la loi Industrie verte qui a été votée et du décret d'application qui est en cours de préparation, une disposition qui vise à ce qu'on sorte de l'obligation de saisine de la CNDP sur la réalisation de débats publics les grands projets industriels. Qu'on prenne qui pourra, hein, qu'on dise que tous les grands projets sont soumis à cette règle de consultation de la CNDP pour l'organisation d'un débat public dès lors qu'ils ont des impacts importants sur l'environnement, virgule, sauf les grands projets industriels. Moi, en tant que citoyen de base et que par ailleurs travaillant dans l'environnement depuis 50 ans, je ne comprends pas, hein. Il me semble qu'il y a un vice logique qui est quand même assez lourd. Ça n'empêche que tout ça a passé 36 étapes et on est au stade où on va dire que pour empêcher ça, il va falloir faire un recours. Je rejoins ce que disait Corinne Lepage tout au début. À partir du moment où la participation à la préparation de ce genre de décision est complètement déficiente, et ben le seul moyen qui reste, c'est d'aller au tribunal à la fin. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Enfin, c'est pas une méthode de bon fonctionnement. Mais je le redis, par rapport à l'intervention de Nathalie Kosciusko-Morizet, ça ne remet pas en cause la rédaction de la charte en tant que principe dominant, si je peux dire, enfin principe de base. Mais dès qu'on passe aux modalités d'application, il faut répondre à des questions de ce genre. Il faut avoir un minimum de cohérence. Sinon, le citoyen que je suis, et que nous sommes tous, il comprend plus rien et il se dit que tout ça ne tient pas debout. Alors, autre question posée à Madame Kosciusko-Morizet. Vous disiez tout à l'heure, et si on rediscutait aujourd'hui de la Charte de l'environnement, on n'aurait sans doute pas les mêmes difficultés à la faire adapter au Congrès. Question de Victor Rougoken. Ma question est, qu'est-ce qui vous rend si certaine de cette affirmation, étant donné le contexte politique général du moment, peu favorable à l'écologie? Oui, non, je dis pas que c'est facile de faire voter des trucs en faveur de l'écologie en ce moment, mais je crois que l'idée que euh, les principes environnementaux sont importants et font partie des principes fondamentaux, qu'il y a le principe pollueur-payeur, ce genre de choses-là, j'ai l'impression a fait son chemin. Là où il y a quelque chose de très régressif dans le monde contemporain, qui, comme disait Corinne, touche d'abord le droit de l'environnement, mais et plus large, c'est cette idée que il faut respecter le droit. C'est-à-dire que c'est comme si l'idée d'avoir quelque chose sur l'environnement au niveau de la Constitution, moi je crois, n'est pas tellement contestée aujourd'hui, mais la question de savoir à quel point la Constitution s'impose, à quel point le droit s'impose. Euh, Vous avez aux États-Unis en ce moment des gens qui débattent de savoir si le président va euh, 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 obéir ou pas à des décisions de juges fédéraux, hein. Donc, on est dans un moment, et puis sans aller jusque-là, pas. Vous avez des sondages chez nous qui disent que bah, il y a une nouvelle génération qui trouve que oui, le droit, bon, d'ailleurs la démocratie, enfin bon, euh, on-
peut-être que je suis trop optimiste d'une certaine manière. En tout cas, pour moi, l'espèce d'urgence aujourd'hui, elle est pas tellement sur faire accepter les principes du droit de l'environnement, elle est sur faire entendre que le droit protège tout le monde et que si on commence à le remettre en cause par bout et à trouver que tout est très relatif et qu'après tout, c'est pas si grave, on s'aventure sur des routes dont on connaît pas ou dont on connaît trop bien l'issue. Une question de Candy Suette qui nous dit qu'elle est formatrice et qu'elle parle régulièrement de cette charte à ses étudiants. La plupart d'entre eux, visiblement, ne la connaissent pas, bien que certains soient des professionnels naturalistes, ce qui m'amène à également penser que pour un texte d'une telle valeur parlant de droit et de devoir, ce texte devrait être enseigné dès l'école primaire. Alors, qu'en pensez-vous? Primaire, Dans les peut-être pas. collèges. Ah, moi, je trouve qu'enseigner les droits et les devoirs aux très jeunes enfants, c'est important. Et au-delà d'ailleurs de la question des droits de l'environnement, j'y reviens. Je pense que parce que c'est une façon de se situer dans le monde, euh, de, de se situer aussi comme sujet. Euh, donc je vais pas enseigner le droit au sens du droit complet, mais du fait qu'on a des droits. Ceci dit, je suis un peu surprise parce que j'avais l'impression que le sujet avait infusé un peu mieux que ça. C'est assez frustrant comme ce que vous me dites. Maître Gossman? Je me rappelle de propos tenus dans un colloque par Delphine Edary, conseillère d'État, qui vient d'ailleurs, je le signale, de donner une excellente interview à Actu Environnement. Je crois que c'est Laurent Radisson qui a recueilli son propos. Au cours, Delphine Edary qui pilotait la commission juridique de préparation de la charte, aux côtés d'Yves Coppens, hein, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, et elle disait quelque chose que je trouvais très très juste en disant que l'un des articles les plus importants de la charte, le plus discuté en 2004 au Congrès, c'était le principe de précaution, souvent pour dire des bêtises, mais le plus important, c'est peut-être celui de l'article 8, hein, dont le Conseil constitutionnel malheureusement refuse de donner toute la portée sur l'éducation et la formation à l'environnement. Et c'est vrai que, par exemple, lors du Grenelle de 2007, on a pu s'en rendre compte, l'éducation nationale était absente des débats, ne venait pas à la rencontre des autres acteurs de ce grand débat. Et la jonction entre ces administrations ne se fait pas non plus au niveau administratif, mais dans la société. C'est-à-dire qu'effectivement, la question de l'éducation et de la formation à l'environnement, je trouve, est en perte de vitesse. Et c'est pour ça notamment que sur Internet ou sur les réseaux sociaux, on voit aujourd'hui sans problème pulluler des aberrations, des mises en cause très graves, comme ça s'est produit encore hier de climatologues comme Valérie Masson-Delmotte, qui sont pourtant des gens absolument incontestables par leur rigueur et leur sérieux. Mais effectivement, je trouve qu'il y a un progrès de l'ignorance. On ne se rend pas compte parce que tous les gens qui sont ici dans ce webinaire sont des gens experts qui connaissent le sujet, qui s'y intéressent. Mais en dehors de notre bulle, j'ai l'impression que le niveau de connaissance, malheureusement, baisse un peu quand même en ce moment. Alors, moi, je suis entièrement d'accord sur l'éducation nationale. Et d'ailleurs, l'éducation nationale, c'était pas facile au moment où on a. Enfin, il y avait plein et ça faisait partie des gens avec qui il a été difficile de discuter. En revanche, je suis souvent très agréablement surprise par ce que font les profs, euh, parfois de manière autonome et régulièrement, je vois des initiatives, des choses que je trouve vraiment formidables. Aussi bien d'ailleurs en monodisciplinaire qu'en transdisciplinaire. Je trouve qu'il y a une très belle sensibilité de la communauté éducative sur les sujets environnement, euh, euh, sans forcément d'impulsion considérable de la part de l'éducation, du ministère de l'Éducation nationale, je suis d'accord. Oui, il y a une remarque de Christian Arthur, qui est intervenant en Master 2 de biodiversité, qui confirme que quasiment aucun de ses étudiants ne connaît la charte de l'environnement. Y a-t-il d'autres questions, remarques, interpellations, conseils? Je ne sais pas. Parce que si nous avons tenu 1 heure sur la charte de l'environnement, c'est quand même bien court. Bon. Bah, écoutez, je suis à sec de questions, c'est navrant. Alors, on va frapper 3 coups. Excusez-moi, parce que moi j'ai quand même une question. Alors, allons-y.
Et c'est une question qui s'adresse autant à Nathalie Kosciusko-Morizet qu'à Corinne Lepage. Et ça rejoint ce que je disais au tout début. Quand j'entends les jeunes aujourd'hui, ils sont passionnés pas tellement par la question des droits de l'homme. C'est dommage parce que la Cour européenne des droits de l'homme, on parle beaucoup, etc., etc. Mais j'avoue qu'à la faculté, ce que j'entends beaucoup, c'est les droits de la nature. Faut-il donner la personnalité juridique à un fleuve, à un être vivant, etc., etc. Et j'entends aussi parfois des plus jeunes critiquer, alors pas forcément la charte directement, mais notre droit, comme ne reconnaissant pas suffisamment l'importance, la personnalité, voire des droits à des animaux. J'ai l'impression qu'en 2004, lorsqu'on a discuté de la charte, c'était pas une question qui se posait aux politiques. Et j'aurais aimé savoir aujourd'hui comment vous vous positionnez par rapport à cette demande de complément, de faire avancer le droit de l'environnement sur cette question-là, les droits de la nature. Bah, quand on a discuté de la charte, euh, on a clairement fermé la porte à ça, parce qu'en fait, c'était un argument qui était utilisé par les opposants pour essayer de tuer le projet de la charte. C'est-à-dire qu'ils prenaient exemple de ce qui se passait dans la deep ecology, dans les mouvements écologie et féministes, tout ça aux États-Unis, qui sont parfois, oui, qui vont loin dans le théorique, et ils pointaient du doigt en disant, regardez, on est en train de faire ça, on s'aventure sur des. Donc on a clairement fermé la porte et on n'arrêtait pas de marteler, nous c'est l'écologie humaniste, c'est de l'écologie pour l'homme, c'est de l'écologie autour de l'homme pour mettre une barrière en quelque sorte philosophie. Parce que vraiment, enfin, il y avait des gens qui jouaient au judo avec ça d'une manière assez malsaine. Donc moi, je suis peut-être un peu marquée par ma génération. Je suis restée là. Mais et Corinne, vas-y. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut changer? D'abord, je pense qu'il ne faut pas mélanger les droits de la nature en tant qu'obligation faite à nous les humains de la préserver et de l'améliorer, et la reconnaissance d'une personnalité morale à la nature, qui est un autre sujet, me semble-t-il, qui n'est pas tout à fait le même, et qui pose, me semble-t-il, deux questions majeures. La première, qui représente la nature? Parce qu'elle ne va pas se représenter toute seule, il faut bien un humain qui médiatise cette représentation. Donc, si c'est l'État, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et si c'est les associations, je dirais qu'on les a déjà. Et donc, dans le droit français, en tout cas, ça ne change pas grand-chose, parce que vous pouvez demain créer l'association de défense de la rivière Tartampion ou de la forêt machin chose, et elle aura intérêt pour agir. Donc, ça marche très bien comme ça. Donc là, il y a ce sujet-là. Il y en a un deuxième qui est plus sérieux, c'est que dans le contexte de remise en cause profonde de la démocratie auquel Nathalie faisait allusion tout à l'heure, je pense qu'il est particulièrement imprudent d'envisager qu'il puisse y avoir des intérêts antagonistes dans la représentation entre l'humanité et la nature. Parce que là, on va aller vers des bagarres qui sont extrêmement violentes et je pense qu'on n'est pas du tout équipé pour en ce moment pour répondre à cela. Autrement dit, les deux risques que je vois, c'est de la part des ennemis de l'environnement de s'en emparer, comme tu le disais il y a 20 ans, mais puissance 10 aujourd'hui, en disant voyez les cinglés auxquels on a affaire, qui veulent faire le prévaloir, qui se moquent éperdument de la démocratie et des droits humains et qui veulent faire donner à un arbre le droit de priver de nourriture, je dis n'importe quoi, mais enfin, en gros, c'est ça, à des humains. Et de l'autre côté, une utilisation, je dirais, extrêmement transgressive de ce problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est très mal équipé. C'est pas dire que dans quelques années, on ne sera pas mieux équipé. D'abord parce que malheureusement, on va en prendre plein la figure de ce qui est en train de se passer sur le plan climatique et sur le plan de la biodiversité. Donc, on va être bien dans l'obligation d'agir un peu sérieusement. Et donc, les choses pourront changer. Et puis, deuxièmement, peut-être qu'on aura un peu progressé sur les mécanismes démocratiques. C'est pas gagné, mais enfin, on peut toujours l'espérer. Mais à ce moment, donner du temps, aujourd'hui, je pense que c'est ouvrir une boîte de Pandore qui, sur le plan démocratique, est vraiment extrêmement inquiétante. Une autre question de Victor. Quelles explications les différents intervenants donnent-ils sur le recul général de la place du droit? Quel est le moteur de ce recul? Est-il plus visible à droite
de l'échiquier politique. Moi, je crois qu'il est général et qu'il est général y compris géographiquement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait frappé. euh, Pas tellement au moment de la charte de l'environnement, mais au moment du Grenelle de l'environnement. On pensait qu'on était, bon, on est français, donc on est toujours un peu comme ça, on pensait qu'on était super en avance, que c'était se passer des trucs géniaux et tout, au Grenelle de l'environnement. Et puis en fait, quand on regardait après autour, on s'est rendu compte que ça a correspondu à un moment dans lequel, sous des formes différentes, dans le monde occidental, il y a eu des mouvements en faveur de l'environnement. Vous savez, c'est parfois, c'est que on appelle ses enfants d'une certaine manière, on pense qu'on est super original, et puis quand on arrive en classe de maternelle, on se rend compte que la moitié de la classe s'appelle pareil, parce qu'en fait, on est quand même sensible à l'esprit du temps, même en se croyant original à l'intérieur de l'esprit du temps. Et ben, alors pour le Grenelle de l'environnement, ça a été clairement ça. On pensait qu'on était super en avance, et en fait, on était dans un mouvement global pour la contestation de la place du droit ou le recul du droit. On le voit ici ou là, et moi j'ai l'impression qu'il y a un mouvement global. Et ce qui m'inquiète, c'est que c'est un petit peu comme un mouvement de l'esprit du temps, quoi. C'est quelque chose qui est difficile à saisir parce qu'il n'y a pas vraiment de raison objective. Ça s'appuie pas vraiment sur une argumentation ou c'est presque une esthétique générationnelle, même si je peine à appeler ça une esthétique. L'expression est jolie. Michel Badret, vous souhaitiez intervenir. Moi, je partage évidemment l'analyse selon laquelle on constate tous ce recul depuis quelques années. Ça a été dit plusieurs fois depuis tout à l'heure. Mais si on essaye de positiver, de voir comment on peut sortir de ça, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé il y a 2 ans maintenant. Je présidais à l'époque le comité d'éthique commun à 4 organismes de recherche, l'INRAE, l'IFREMER, le CIRAD et l'IRD. Et les chercheurs eux-mêmes nous ont saisis d'une question qui était quels sont nos droits et nos responsabilités et celles de nos institutions. Le fait de jumeler les deux n'était pas sans porter, évidemment, face à l'urgence environnementale. Et quand on a traité cette question, moi j'ai été stupéfait, comme tous mes collègues du comité, par l'unanimité absolument totale, sans exception, aussi bien chez les spécialistes des sciences de la vie et de la terre que chez les spécialistes des sciences humaines et sociales, sur le thème les enjeux climatiques et de biodiversité et de liens santé-environnement, tout ça étant relié. Il n'y a aucun débat entre nous. On est tous d'accord sur le fait que ça fait partie des priorités de ce que nous faisons. Il faut vraiment mettre ça en avant. Et pourtant, le public décroche. Moi, je l'ai vu dans les débats publics que vous avez cités au début. On réentend maintenant des climato-sceptiques, alors qu'il y a 3 ou 4 ans, on se disait, quand il y en avait un qui s'exprimait, qu'il n'avait rien compris, mais qu'on pouvait oublier. Maintenant, on réentend ça. Et donc, le fait de réintroduire derrière le toute personne de la charte que j'ai évoquée tout au début, de dire qu'il y a aussi le monde de la recherche, et face à tous les gens qui disent qu'ils s'appuient sur la science, que tout ça c'est important, le fait de dire que ce monde de la recherche, il a des choses à nous dire et qu'il faut le faire parler dans ce débat. C'est pas uniquement un discours entre des politiques, des ONG et du grand public. C'est aussi des sujets. Valérie Masson-Delmotte a été citée tout à l'heure, mais heureusement elle n'est pas unique en son genre. Il y en a pas mal d'autres. Et le fait de faire parler tout ce monde-là pour dire attention, il y a des choses qu'on peut plus se permettre de raconter avec tout ce qu'on sait aujourd'hui. Je crois que là-dessus, on a vraiment un effort collectif à faire. Et c'est derrière les toutes personnes. J'y reviens, ça me paraît important. Maître Lepage. Oui, exactement dans la ligne de ce que vient de dire Michel Badret, on est en face d'un des problèmes majeurs, et d'ailleurs le problème présenté comme le problème numéro 1 de la planète par le rapport du World Forum qui a été publié à l'occasion du dernier sommet de Davos. Donc ce que je vais citer n'est pas le fait de gauchistes échevelés, loin de là. Savez-vous quel est le premier risque mondial aujourd'hui pour les gens qui ont écrit ce rapport? C'est la désinformation. Parce que s'il n'y a pas de partage d'accord sur les faits, je ne parle pas des opinions, heureusement elles sont diverses, il faut qu'elles le restent, c'est le propre de la démocratie. Mais s'il n'y a pas de partage sur les faits, il n'y a plus de démocratie possible, parce qu'on ne discute plus de la même chose.
Et je suis, comme vous-même, comme Nathalie, Arnaud et Michel Badré, très inquiète devant la montée en puissance des climato-sceptiques, puisque en France, on en a 32%, il y en avait 20 il y a 10 ans. Donc il y a quand même un souci, alors qu'il suffit de regarder ce qui se passe, que ce soit à Los Angeles ou à Valence. Franchement, c'est tellement évident. Ben non, visiblement, ça ne l'est pas. Et pourquoi est-ce que ça ne l'est pas? Ben parce qu'on est en face de telles entreprises de désinformation venues d'origines extrêmement diverses, mais on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, puis c'est pas toujours très facile de savoir d'ailleurs de quelles officines ça vient, même si on en a quelques idées. Que, et en particulier les jeunes qui ne lisent plus le journal, et qui sont peu sensibles à ce que disent les journalistes. Et là, je pense qu'on a un public de journalistes, je voudrais dire combien leur travail est important. Parce que le travail d'un journaliste, ça commence par croiser l'information pour être sûr de la véracité de l'information qu'on donne. Sur les réseaux sociaux circule absolument n'importe quoi. Et il est clair qu'avec l'intelligence artificielle, ça ne va pas s'améliorer. Et donc, je pense qu'on a sur la table un problème majeur, c'est celui de faire connaître la parole des scientifiques, faire connaître la parole de la réalité à laquelle on est confronté. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Et donc là, je pense qu'on a vraiment euh, une des questions qui me paraît la plus difficile à traiter, notamment pour nos sujets. Parce que si on n'emporte pas l'adhésion de nos concitoyens sur une réalité des faits. Alors ensuite, on peut voir le débat sur les solutions à apporter, bien sûr. Je ne vois pas comment on fait. Maître Gossement? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Nathalie Kosciusko-Morizet et aussi Corinne Lepage, lorsque vous dites qu'il y a une remise en cause du droit. Évidemment qu'il y a une fraction de la société qui le fait, mais il y a aussi autre chose. Il y a ce qu'on pourrait appeler le progrès de l'idiocratie. C'est-à-dire, vous savez, en référence à ce film où une personne s'endort, se réveille longtemps après et découvre que les êtres humains sont devenus stupides. Et on a beaucoup parlé de ce film, notamment au moment de l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire la menace de la bêtise sur notre société. C'est-à-dire des personnes qui vont pas nécessairement remettre en cause l'état de droit, qui d'ailleurs ne savent peut-être même pas ce que c'est, mais qui vont, par leur bêtise, effectivement la remettre en cause. Je donne un exemple très concret. Lorsque vous regardez les textes actuellement débattus au Parlement, il y a des dispositions qui, effectivement, constituent des reculs clairs. Et on voit bien que ça a été rédigé par certains groupes d'intérêt qui vont vouloir, par exemple, limiter le droit au recours, etc. Mais vous avez de plus en plus dans ces projets de loi des décisions, des dispositions qui sont juste stupides. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez la loi d'orientation agricole, c'est un chef-d'œuvre. Vous avez des articles qu'on appelle des neutrons législatifs, c'est-à-dire que ils sont rédigés de telle manière à dire le contraire de ce qu'ils disent au début de la phrase. Ça permet de faire plaisir à tout le monde, c'est-à-dire ça permet à la fois d'envoyer un message démagogique vis-à-vis de ceux qui ne veulent pas du droit de l'environnement en disant on va le simplifier, mais la fin de la phrase ouvre par exemple une dérogation. Je pense à l'article 1er, à la disposition sur la surtransposition, ce qui ne veut rien dire du tout, surtout quand c'est un règlement qui s'applique directement, qui ne doit pas être transposé. Mais en fin de compte, cette phrase, c'est le troisième bloc de texte en partant du haut, nous dit que les normes réglementaires doivent respecter les exigences minimales du droit de l'Union européenne, ce qui ne veut déjà rien dire, sauf lorsque c'est nécessaire. Et vous arrivez à une phrase qui s'autodétruit, qui ne veut rigoureusement rien dire. Des phrases qui ne veulent rien dire, la loi aujourd'hui en est truffée. Et ça fait monter le niveau de bêtise des textes. Et après, bon courage, à la fois pour les avocats, mais surtout pour les juges, pour se dépatouiller avec ça. La principale menace aujourd'hui contre le droit de l'environnement, je trouve, c'est la bêtise, de ce genre de texte notamment. Une question de Camille Richir, question de dernière minute, précise-t-elle. Peut-on citer des décisions juridiques et politiques très concrètes qui découlent directement de cette charte pour expliquer au grand public les implications du texte? Cette question a été posée à plusieurs reprises et sous des formulations différentes. C'est donc une demande expresse de mes confrères et consoeurs. Corinne, je pense que vous voulez répondre d'abord. Non, allez-y, Arnaud. Je trouve que j'ai été très bavarde, alors je voulais vous laisser le. En tout cas, c'est vous deux, là, c'est votre job. Allez-y. Il y en a, je peux commencer, puis vous allez continuer, parce que vous aurez certainement plein d'idées que j'ai pas eues. Il y a eu des décisions très concrètes, par exemple pour protéger la biodiversité.
Vous avez eu des décisions très concrètes d'interdiction sur par exemple, l'annulation de l'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro. C'est typiquement une décision qui s'applique sur la mauvaise application du principe de précaution. Vous en avez sur le principe de participation dont parlait Michel Badret. C'est l'annulation par le Conseil d'État des chartes qui étaient censées permettre l'extension des zones d'épandage. Il y en a beaucoup, mais je pense que Arnaud a d'autres idées très concrètes. Je fais une fixette, mais comme l'auteur de la décision est parmi nous, même s'il n'a pas le micro, je reviendrai dessus. La dernière, le 18 octobre 2024, cette décision est particulièrement importante. C'est la première fois que le Conseil d'État fait une application positive de la Charte de l'environnement. En 2022, il nous avait indiqué que la Charte de l'environnement a valeur constitutionnelle et peut être invoquée en référé liberté, c'est-à-dire en référé d'extrême urgence. Mais là, c'est la première fois que non seulement il nous dit, vous pouvez parler de la charte devant moi, mais qu'en plus, il en fait application, c'est-à-dire qu'il annule la décision de l'administration de procéder à la chasse d'une espèce magnifique et en voie de disparition. C'est d'autant plus important que non seulement ça permet de lutter contre cette chasse cruelle, mais en plus, ça permet de lutter contre une pratique de l'administration qui est en train de se répandre, et pas qu'en matière environnementale, mais aussi en matière de liberté publique. Je pense au survol des manifestations par les drones, qui consiste à prendre une décision quasiment au moment même où la décision va s'appliquer. Par exemple, j'autorise la chasse la veille. Ce qui veut dire que pour les associations de défense de l'environnement, elles n'ont pas le temps de saisir le juge. Elles n'ont pas le temps. Déjà, il faut trouver un juriste, rédiger, trouver les pièces, etc. Ça prend du temps. Et en fait, on les prend de court. Le temps que vous êtes devant le juge, la période de chasse est terminée, la manifestation est terminée. Et effectivement, cette décision, j'espère que de plus en plus de monde va s'en servir, notamment pour faire échec à cette pratique qui consiste de la part de celle qui est la garante de l'état de droit, de le contourner en prenant des décisions sans laisser ce délai qui permet de saisir le juge. Donc cette décision, pour moi, est doublement importante sur la charte et pour les libertés publiques. Alors, une question plus technique de la part de Sophie Bosquillon. Y a-t-il des étapes à marquer dans le droit pour faire avancer la charte vers son extension, veillant à répondre à l'urgence environnementale? Qu'est-ce que vous voulez dire par étape? Y a-t-il un procédé à suivre, j'imagine, Madame Bosquillon? Est-ce que vous voulez compléter avec le micro? Oui, je vous remercie. C'est vraiment très précieux de vous entendre vous exprimer sur tous ces thèmes-là. C'est effectivement, je pense qu'on aura besoin de marquer en fait notre société de moments clés avec des mots précis qui marquent aussi une évolution dans le rapport à l'environnement, au cadre de vie dans lequel on est. Donc, qui équilibre, pardon, excusez-moi, qui équilibre la présence de l'homme parmi la nature et la nature. Qui aura besoin de prendre aussi son développement le plus sereinement possible. Je dis ça parce qu'effectivement, je vous ai entendu aussi beaucoup questionner les droits qu'on pourrait donner, par exemple, au droit d'un fleuve ou d'une rivière ou d'un espace. Et ça m'interroge réellement sur le discours qu'on va pouvoir poser ou les étapes de droit qu'on va pouvoir poser pour aller petit à petit vers une plus grande harmonie dans tout ce cadre de vie. Je ne sais pas si je suis très claire, excusez-moi. Si je peux me permettre juste un élément de réponse. À titre personnel, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de rédiger la Charte de l'environnement, on n'a pas besoin d'y toucher. La preuve, la Cour européenne des droits de l'homme, elle se sert d'une convention de 1950 pour reconnaître le droit à l'environnement. Donc, le texte peut être manié avec souplesse par le juge si les juristes lui posent de bonnes questions. À l'inverse, au quotidien, on a besoin de quelque chose. Nathalie Kosciusko-Morizet avait commencé, lorsqu'elle était ministre, cette réforme qui devait nous permettre d'avoir ce qu'on appelle des partenaires environnementaux. C'est une réforme avec des critères de représentativité qui devait permettre de donner plus de force aux associations qui participaient au processus de décision nationale. C'est une réforme qui n'a pas toujours été bien comprise, qui était appelée de ses voeux par France Nature Environnement à l'époque, lors du Grenelle, et qui aurait dû permettre d'avoir des processus de décision comme en droit du travail, c'est-à-dire avec des partenaires environnementaux respectés,
bien financé, avec un statut du bénévole associatif. Il n'est pas normal que ce soit une partie de la population simplement qui puisse militer et en bénéficier et qu'on ne reconnaisse pas, par exemple, des droits à la retraite ou des droits sociaux à ces personnes-là, que la présence dans les commissions soit totalement bénévole et que ce soit à peu près toujours les mêmes et grâce leur soit rendue qui s'y rendent. Tout le rôle de ces corps intermédiaires est totalement nié. On parle beaucoup, là depuis tout à l'heure, et Michel Badré a raison, du rôle de la démocratie environnementale directe, les citoyens, mais leur corps intermédiaire aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais ils n'ont pas de statut, ils ne sont pas reconnus. Alors, il y avait eu ce début de réflexion juste avant que Nathalie ne quitte le ministère. Il y a eu un décret, mais on n'est pas allé au bout du processus pour reconnaître ces corps intermédiaires en matière d'environnement. Et là, vous donneriez du souffle au droit de l'environnement. Un mot là-dessus peut-être, et après je vous demande de m'excuser, je remercie Valérie et tout le monde, et moi faut que je retourne, je suis poursuivie par mes autres activités. Euh, ce que décrit Arnaud, c'était aussi une des motivations du Grenelle et du mot Grenelle. C'est-à-dire quand on a conçu le Grenelle de l'environnement, c'était en discutant avec des ONG qui nous disaient précisément ce que tu dis, Arnaud, qui nous disaient les syndicats, ils ont leur statut, ils sont au comité d'entreprise, ils ont leur. Nous, quand on nous invite au ministère, limite, on nous paye pas le billet de train. Et de toute façon, et on est obligé de prendre un jour. Voilà, institutionnalisez-nous. Et ça a été un des objectifs du Grenelle de l'environnement, qui a bien marché honnêtement. À la fois l'institutionnalisation politique, c'est-à-dire les ONG sur le perron de l'Élysée, même visuellement, les trucs avec les différents collèges. Et les ONG étaient un collège parmi les autres collèges. Et dans les autres collèges, il y avait les entreprises, il y avait les syndicats, et puis le mot Grenelle qui faisait écho aux accords de Grenelle et qui était choisi tout à fait pour ça, avec en corollaire la modification du Conseil économique et social pour faire entrer l'environnement, ce qui était aussi une façon de répondre de manière très, très ponctuelle, mais de commencer à répondre à ces préoccupations, parce que on donnait un statut à un certain nombre de représentants. Donc il y avait dans le Grenelle de l'environnement, derrière le Grenelle de l'environnement, il y avait clairement cette préoccupation-là et un premier pas qui, en effet, comme le soulignait Arnaud, c'est un premier pas qui n'a pas donné lieu à un deuxième. Excusez-moi, je Merci dois d'avoir poursuivre. rejoint. Merci Au beaucoup à revoir. vous et merci, comme disait Corinne, pour tout ce que vous faites. On a besoin de vous. Au revoir. J'avais une dernière question posée par Claire Avignon. Que pensez-vous de la notion d'écocide qui avait été discutée au moment de la Convention climat? Ah bon? Moi, je veux bien commencer, mais un écocide n'est pas un délit. Quand vous avez le mot cide, ça veut dire tuer. Ça vient du verbe latin qui veut dire tuer. Donc, quand vous avez cide dans un mot, c'est un meurtre. Donc, c'est un crime. Donc, c'est pas un délit. Donc, déjà, partir sur l'idée que l'écocide puisse être un délit est une ânerie complète à mes yeux. Et du reste, j'ai vu beaucoup de critiques là-dessus. Je pense que l'écocide tel que nous l'avons, nous, créé dans notre droit, je ne sais pas ce qu'en pense Arnaud, mais ça ne peut pas marcher. Moi, je ne sais pas comment je prouve que dans 10, d'abord, comme je viens de le dire, c'est mal approprié, mais deuxièmement et surtout, pour qu'il y ait écocide, il faut un préjudice qui dure plus de 10 ans. Quand j'introduis une action, je ne suis pas foutu de savoir si ça va bien durer les 10 ans qu'il faut. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Et rien n'est certain. Je rappellerai que pour la Moco Cadiz, au bout de 12 ans, il n'y avait plus aucune trace dans la mer de ce qui s'était passé 12 ans auparavant. Vous allez me dire, c'est 12 ans, c'est pas 10 ans. Mais quand on a commencé le procès, on n'en savait strictement rien. Donc, c'est des critères très, qui, à mon avis, ne marchent pas bien sur le plan procédural. Alors oui, moi je suis pour reconnaître un écocide, mais l'écocide, ça veut dire, dans mon esprit, et toute la difficulté dans la définition, ça veut dire un crime environnemental, c'est-à-dire une atteinte vraiment majeure à une ressource qui fait qu'il y a non seulement une question d'irréversibilité, mais une question et de conséquences. Et donc, en fait, c'est
ça peut être à une échelle nationale, mais on le voit plus à une échelle internationale. Il faut vraiment que ça ait des effets. Exemple, ce qu'a fait M. Bolsonaro au Brésil sur la forêt brésilienne, amazonienne, pourrait être qualifié d'écocide, typiquement. Parce que les conséquences en sont absolument considérables. Mais je pense qu'on ne peut pas ramener l'écocide à un délit. Voilà, je pense que ça n'a aucun sens. Si je peux juste donner un avis tout à fait concordant mais complémentaire peut-être, l'écocide historiquement a été reconnu après la guerre du Vietnam pour désigner les dégâts qui avaient été infligés par l'armée américaine avec l'agent orange aux forêts. Mais par la suite, il a émané de juristes notamment américains, repris en Europe, pour demander une modification notamment du statut de la Cour pénale internationale. À titre personnel, je n'aime pas trop ce terme, surtout dans le contexte politique actuel où les mots perdent leur sens. Pourquoi? Parce que écocide fait référence à génocide, ça a été revendiqué. Aujourd'hui, le mot génocide, surtout aujourd'hui, il faut le manier d'une main tremblante, lui garder sa signification historique précise, ne pas le mettre à toutes les sauces, parce que si vous faites ça, vous allez le banaliser. Et est-ce que pour lutter contre les pollutions à très grande échelle, nous avons besoin de prendre le risque de banaliser le mot génocide? Personnellement, je ne crois pas. Et c'est d'autant plus grave qu'on nous fait croire effectivement que dans la loi française, on l'aurait inscrit, alors que comme Corinne vient de le dire, ce n'est pas un crime qui a été inscrit, c'est un délit. Vous voyez l'idée qui est derrière? C'est qu'une forme de génocide pourrait n'être qu'un délit. Là, on fait n'importe quoi, je crois. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte, laisser au mot génocide sa signification historique, dramatique, précise, et ne pas le mettre à toutes les sauces, et se demander s'il est vraiment nécessaire de prendre ce risque-là pour mieux protéger l'environnement. À titre personnel, je ne pense pas. Je pense qu'on peut faire autrement, et je pense aussi que la réponse pénale, le fait de réprimer, n'est pas la seule manière aujourd'hui de lutter contre les crimes à grande échelle. Soyons clairs, nous n'avons pas de police mondiale, nous n'avons pas de juge de l'environnement mondial. C'est pas demain la veille qu'on va traduire, comme on le fait pour des criminels de guerre, des criminels de l'environnement. Et à l'inverse, nous avons des outils, que ce soit d'ordre fiscaux, économiques, politiques, culturels, parce qu'on n'a pas assez parlé de culture aujourd'hui, qui permettent aussi de prévenir ces pollutions-là. C'est un peu présenté comme une sorte de baguette magique, et moi j'y vois surtout la banalisation d'un terme dramatique au sens sérieux, qui est celui de génocide. C'est pour ça que j'avoue que c'est pas un terme qui me plaît beaucoup. Michel Badré? Oui, j'ai pas d'avis juridique non plus pour les raisons que j'ai dites tout au début sur le terme écocide, mais je voudrais à la fois prolonger ce que vient de dire Arnaud Gossement et puis faire le lien avec la question précédente sur le droit donné aux rivières, aux forêts ou à des entités naturelles, en faisant le lien avec la réflexion sur l'éthique environnementale qui se développe depuis la fin du 19e siècle pratiquement dans différents pays. C'est parti des États-Unis et puis ça a gagné pas mal d'autres pays depuis et ça a fait passer progressivement d'une réflexion très saint-simonienne au sens du 19e siècle, hein, l'homme ou cartésienne, l'homme maître et possesseur de la nature. La nature est une chose certes compliquée qu'il faut respecter, mais je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche et comme je suis très bon, ça va marcher. Et on a quitté cette posture peu à peu, et toute l'éthique environnementale conduit à la quitter pour en adopter une autre qui ressemble à celle de l'écologie scientifique, qui consiste à dire que la position de l'homme, comme de toute espèce vivante, elle se définit par ses relations avec les autres espèces vivantes. Ça ne veut pas dire que l'homme a la même importance, ni plus ni moins qu'une fourmi ou qu'une amibe. Il a plus d'influence. Ce qui se passe sur le climat depuis quelques décennies le montre clairement. L'homme a beaucoup plus d'influence qu'il ne croit, même si cette influence n'est pas toujours bonne. Mais le fait de situer ça dans une réflexion où c'est la position de l'homme par rapport à son environnement qui n'est plus la même que ce qu'on définissait il y a 50 ou 100 ans, je pense, sans être juriste, que c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait voir comment le droit peut évoluer pour intégrer ce changement de réflexion. On n'est plus dans une position où on définit ce qu'il faut faire et ce qui est bien par opposition à ce qui serait moins bien. On est dans une position dans laquelle on se définit par rapport aux relations qu'on a avec les autres. Puis je voudrais aussi ajouter un autre mot, parce que j'avais un temps de retard sur la question précédente, à propos des corps intermédiaires. Je voudrais dire un mot que je peux pas me retenir d'évoquer à propos de l'expertise.
toujours dans toute personne. Vous avez dit en me présentant que j'avais participé à un débat nucléaire. La vérité, c'était deux, un sur le plan de gestion et un sur les nouveaux réacteurs EPR. Quand on se livre à cet exercice, on ne peut pas ne pas voir vous sauter aux yeux le problème qui existe sur la relation entre l'expertise institutionnelle, EDF, le CEA, l'ANDRA, etc., et puis l'expertise non institutionnelle, les quelques personnes bénévoles qui font le soir après le dîner une réflexion sur le sujet à Negawatt, à Global Chance et dans quelques autres. Et ce déséquilibre est vraiment un problème majeur dans l'organisation d'un débat. C'est très compliqué de faire un débat là-dessus et je pense que là aussi, ce qui était évoqué à propos des discussions qu'avait eu que Nathalie Kosciusko-Morizet et que Arnaud Gossement a rappelé, le fait de dire que l'expertise non institutionnelle, on peut aussi dire la contre-expertise, c'est pas un gros mot. Dans un projet, il y a une expertise qui est portée par le maître d'ouvrage, qu'il y a une contre-expertise portée par des gens qualifiés et qui soient capables de dire quelles sont les options alternatives, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et ben ça, c'est très important. Alors, toujours pour revenir à la charte, elle dit que toute personne doit avoir la possibilité d'accéder aux informations et de participer à l'élaboration des décisions. Très bien. Dans toute personne, il y a les experts. Je rappellerai aussi, pour ceux que ça intéresse, qu'il y a un très bon bouquin d'un historien de la démocratie pendant la Grèce antique, Paulin Ismar, qui explique que dans la Grèce antique, les experts avaient un statut d'esclaves. Pas pour dire qu'ils étaient une catégorie inférieure, mais pour dire qu'ils ne participaient pas aux délibérations sur l'agora. Et je trouve que c'est assez profond par rapport à tous les échanges qu'on peut avoir entre nous sur les conflits d'intérêts, sur ce genre de choses. Je plaide pas pour qu'on m'enlève le droit de vote, hein. J'ai été expert presque toute ma vie. Et j'espère l'être encore un tout petit peu, mais je pense que cette idée, elle mérite vraiment d'être creusée. Qu'est-ce que c'est qu'un expert? Qu'est-ce que c'est qu'un contre-expert? Et de quoi a-t-on besoin pour qu'un débat se déroule normalement dans des conditions équilibrées et permettant des décisions raisonnables, hein? C'est bien ça qu'on a tous en tête finalement, je crois. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je pouvais pas me retenir d'évoquer ça. Une question d'Esther Amar, je crois. Oui, c'est une remarque plutôt d'ordre général. Je suis assez affolée. Désolée s'il n'y a pas la caméra, hein, ça n'est pas de mon fait. Je n'ai pas trouvé comment la mettre. Je suis assez affolée de voir le nombre de personnes jeunes, moins jeunes, un peu de toutes les catégories socio-professionnelles qui sont climato-sceptiques, Mhm. y compris des gens très instruits et très éduqués et même très diplômés. Et alors, ça génère dans des réunions, peu importe, amicales, familiales, professionnelles ou autres, des échanges, des débats nourris, où j'essaie évidemment d'apporter des preuves, des éléments, des faits scientifiques avérés et éprouvés, et où on me répond régulièrement, oui, mais bon, tu comprends, le message, il a tellement été brouillé par toutes les luttes qui n'ont rien à voir avec l'environnement. On a l'impression que Ouais. maintenant, l'écologie, c'est un cheval de Troie. Donc, on dirait que le message essentiel de la préservation de la planète, qui devrait absolument tous nous mobiliser sans, excusez-moi, je veux dire sans contestation possible, se trouve pollué par d'autres sujets qui certainement ont d'autres légitimités, mais pour d'autres personnes. Mais ce joyeux mélange a fait perdre en crédibilité au message de l'environnement et de l'écologie, au point que des personnes, y compris, je vous disais, éduquées, instruites, diplômées, remettent en cause la question même de réchauffement climatique et me disent tranquillement, oh, mais ce sont des cycles, ça finira par se calmer, il y a toujours eu des hauts et des bas, ça finira par se résoudre. Est-ce qu'on n'est pas là en face d'un échec absolument phénoménal de la façon dont le message comment dire, de l'environnement est porté? Est-ce que c'était intelligent de tout mélanger, de faire ces choses intersectionnelles, est-ce que je ne sais quoi,
Est-ce que chacun n'aurait pas dû rester strictement dans sa partie avec ses outils, avec ses arguments scientifiques ou autres, pour pouvoir continuer à être crédible? Parce que ce que j'entends, c'est une perte absolument totale de crédibilité. Et ça, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Donc, qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a loupé auprès des jeunes qui ne croient pas au réchauffement climatique, auprès des personnes diplômées? Je vous parle de gens qui ont des 10 ou 12 années d'études, qui en arrivent maintenant à se dire, non, finalement, ça n'est pas si grave. C'est une question. On n'a pas forcément la réponse, mais je me demande jusqu'à quel point le message n'a pas été pollué par des choses qui n'auraient pas dû l'être. Alors que nous avons une priorité absolue, c'est l'avenir de la planète. Valérie, peut-être que... Et le silence qui suit, c'est encore du Mozart. Non, juste un point, sans avoir la prétention d'apporter une quelconque réponse. Je Mhm. suis pas tout à fait certain de votre présupposé. Je crois que c'est dans La Croix qu'il y a eu un article sur un récent sondage sur la manière d'appréhender le climat par les Français. On voit que c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que la réalité du changement climatique et même son origine humaine sont très majoritairement acceptées. Mais ce qui peut se développer, c'est une forme aussi de climato-scepticisme, c'est le climato-aquabonisme. C'est-à-dire l'idée que soit pour certaines personnes c'est devant nous, c'est loin, c'est générations futures, soit au contraire pour d'autres personnes, le fait que, bon, bah, de toute façon c'est mort, on a dépassé le seuil, etc. Ce qui pour nous juristes pose une vraie question. Il est beaucoup question aujourd'hui, notamment pour la lutte contre le changement climatique, de fixer des seuils. On a fixé par exemple ce seuil à 2 degrés et si possible 1,5 degré en droit international dans l'accord de Paris et dans la déclaration de Copenhague juste avant. Et il est beaucoup question des limites planétaires. Les Suisses étaient appelés à voter dimanche dernier sur les questions de limites planétaires. Je n'ai pas la science infuse, mais il me semble qu'il y a un risque d'effet de seuil que les juristes connaissent bien. C'est-à-dire qu'avant la limite, on se dise, pour certaines personnes, bon, bah, de toute façon, c'est pour demain, on nous enquiquine pour rien, je continue à garder mon confort. Et une fois que la limite est dépassée, bon, bah, de toute façon, à quoi bon? Ça sert à rien. Donc, faut faire attention avec cette communication. Je sens parfois un enthousiasme très fort, y compris chez les journalistes, sur les limites planétaires. J'en veux pour preuve les commentaires dans la presse sur la votation de ce week-end. Bon, ça n'a pas fait non plus tant d'articles de presse que ça, mais ça m'a un peu interpellé. Non pas que je sois forcément contre, mais ça pose des questions quand même. Il y a aussi des effets pervers à ce type de pensée par seuil, par limite. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. C'est très intéressant. Merci beaucoup. C'est une approche à laquelle je n'avais pas songé, mais je vais manipuler les limites planétaires avec plus de prudence désormais. Il faut l'interroger, parce que pour en avoir parlé avec un climatologue, mais je ne citerai pas son nom parce qu'il l'avait pas accepté, il m'avait dit non seulement la question des limites planétaires n'est pas consensuelle dans le monde scientifique, pareil pour l'empreinte carbone ou l'empreinte environnementale, pourtant dans la presse, ce sont des concepts qui sont beaucoup maniés, mais en plus, vous avez effectivement des effets pervers de l'effet de seuil. C'est-à-dire qu'avant, c'est comme en fiscalité, avant le seuil, on se dit, bon, bah, c'est pour dans longtemps, une fois passé le seuil, c'est bon à quoi bon. Et ça peut aussi nourrir des stratégies climato-sceptiques. Je n'ai pas dit que c'était l'intention des auteurs de cette notion, qui je ne la mets pas en question. Mais parfois, voilà, on a un résultat inverse à celui qu'on pouvait rechercher. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je, pardonnez-moi, j'ai été coupée pendant un moment, ça a débranché. Je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. J'ai perdu le début de l'intervention d'Arnaud, mais totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. J'y ajouterai quand même, pour ma part, une vraie préoccupation qui est liée à l'idéologisation du sujet. Plus il est idéologique, plus on va y perdre. Parce que ce qui devient une quasi-religion pour les uns devient un repoussoir absolu pour les autres. Et comme effectivement une partie de ceux qui sont les grands défenseurs du climat ont des luttes autres qui n'ont strictement rien à voir, mais qui ébouriffent les cheveux d'un certain nombre de gens, ça devient le moyen de jeter le bébé avec l'eau du bain.
Autrement dit, si quelqu'un qui défend le climat a un combat autre à côté, eh bien, c'est le combat autre à côté qui va l'emporter. Et ben, puisqu'il raconte n'importe quoi sur ce sujet autre, il raconte aussi n'importe quoi sur le climat. Et donc, c'est pas crédible. Et donc, il n'y a pas de confiance à avoir. Alors, je ne dis pas que c'est juste, hein, je ne dis pas que c'est vrai. Mais je dis que c'est, me semble-t-il, le raisonnement qui est dans la tête d'un grand nombre de gens. Donc, on a besoin de revenir à une réalité, à une matérialité et à désidéologiser le sujet. Enfin, c'est mon point de vue. Michel Si, Badret. Merci beaucoup, si je Madame peux ajouter Lepage. un, Merci beaucoup, Madame Lepage. Je crois que vous avez magnifiquement résumé la situation. C'est effectivement ce que font beaucoup de gens, à savoir jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il y a un mélange des messages, un message brouillé par tout un tas de combats qui n'ont rien à voir avec le combat d'origine. Merci. Pardon, Michel Badré, je vous en prie. oui, non, moi je voulais juste, je suis d'accord aussi, bien sûr, complètement avec ce qu'ont dit aussi bien Arnaud Gossement que Corinne Lepage à l'instant. Et je voudrais ajouter autre chose, sachant que dans le public et ici aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes. Si je peux faire appel à vous sur un point, pour l'ancien fonctionnaire que je suis, c'était extrêmement choquant d'entendre le peu de réaction des pouvoirs publics, du gouvernement pour être plus précis, et des ministres face à des attaques qui ont été portées contre l'Office français de la biodiversité ou l'ADEME ou l'ANSES, qui sont des établissements publics qui sont payés pour faire ce qu'on leur demande de faire et qui le font. Le fait qu'ils soient mis en cause très durement, hein. Quand on met le feu à un bâtiment de l'OFB, c'est quand même pas rien. Ou quand on dévisse les écrous des roues d'une voiture d'une agente de l'OFB, c'est aussi quelque chose de sérieux. Le fait qu'il soit aussi mollement défendu pose quand même un problème de fond. Et par rapport au débat sur l'idéologisation ou sur le fait qu'on mélange plein de sujets, là, on est sur quelque chose de très simple. Des organismes publics qui sont là pour faire ce que les pouvoirs publics leur demandent. S'ils le font pas bien, eh ben c'est au pouvoir public à les sanctionner, à y mettre de l'ordre. Mais on peut pas accepter ce genre de mise en cause Ça fait juste. violente, complètement inadmissible. Et ça, je pense que ça doit être dit, souligné fortement pour éviter justement cette espèce de mélange où tout est dans tout, tout est compliqué, je comprends plus rien à ce débat. Là, c'est quelque chose d'extrêmement simple. On n'a pas le droit, ça me paraît aussi simple que ça, de mettre en cause un organisme public qui fait ce que le gouvernement lui demande de faire. Point, c'est tout. C'est pas très philosophique, ni c'est pas du droit de haut niveau, c'est du bon sens de base, hein. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment des choses à dire. Moi, j'ai été très choqué par ce qui s'est passé depuis quelques mois là-dessus, hein. C'est vrai qu'à part Agnès Pannier-Runacher, on n'a pas vu beaucoup de ministres défendre les établissements qu'ils ont sous leur tutelle. Absolument. Ça aurait dû être le Premier ministre et le Président de la République qui montent au créneau. Oui. Il a entièrement raison, Michel Badré. Et on a admis ça parce que c'est des institutions du monde de l'environnement. Imaginez qu'on ait fait ça contre, je ne sais pas, un institut du monde de la défense ou de la police ou De grandes entreprises. ou d'une grande entreprise. Tout Voilà. le monde aurait dit mais quel scandale, etc. Exactement. Donc ça montre bien qu'il y a vraiment un problème de fond, c'est-à-dire que quelque part, c'est comme si c'est un sujet qui doit vraiment pas faire de vagues. Faites pas parler de vous. On vous veut bien, mais franchement, venez pas faire parler de vous. Et même si c'est les autres qui parlent mal de vous, j'entends bien ce que je vis, c'est les actes très malveillants, voire très délictueux qui ont été commis. Ben écoutez, comme dirait l'autre, pas de vague. Et pourtant, la mer monte. Et pourtant, la mer monte, oui. Y a-t-il d'autres questions avant que nous clôturions ce débat passionnant? Juste pour C'est compléter formidable. dans ce que disait Michel Badré, au-delà aussi des organismes qu'il cite, les attaques, mais ça a été dit peut-être un peu plus lourd, les attaques et les harcèlements dont souffrent les climatologues sur les réseaux sociaux, qui font l'objet, qui semblent, je ne sais pas s'ils sont bien défendus, s'ils sont bien accompagnés, s'ils sont un peu protégés ou laissés
à ce combat très, très solitaire. Il y a les instituts, puis il y a les individus aussi qui souffrent beaucoup de ces attaques et peut-être de cet abandon face aux attaques. Voilà, c'était Si, juste un petit complément. si je peux répondre en un mot là-dessus, certes, il y a les climatologues, il y a un tas de gens, et là-dessus, je crois qu'il y a aussi une réflexion de fond sur le fonctionnement des réseaux sociaux. Moi, je peux vous dire, ayant participé à 2 débats publics sur le nucléaire à 5 ans d'intervalle, que j'ai vu la différence entre les deux. Oui. Dans le deuxième, en 2023, moi, je me suis fait agresser plusieurs fois, mais vraiment dans des conditions ignobles. Alors, moi, je craignais rien, je j'ai pas d'enjeu pour moi, c'est très désagréable, mais ça n'a pas de conséquences, parce que on organise mal, parce qu'on donne pas la parole aux bonnes personnes au bon moment, parce que je sais pas quoi, on se fait tout de suite dire qu'on est pathétique, qu'on est lamentable. Enfin, vous connaissez le vocabulaire qu'on utilise là-dessus. Et là-dessus, effectivement, il y a une réflexion qui dépasse largement notre sujet de cet après-midi, mais qui est à mener, parce que les personnes qui sont attaquées comme ça, 10 fois de suite, on se dit, je vais pas réagir, et puis à la 11e, on se dit, mais c'est insupportable, je peux pas rester sans rien dire alors qu'on me traîne dans la boue depuis 3 mois, hein. Donc cette question, elle existe, mais c'est pas tout à fait la même que celle de la mise en cause des organismes publics, hein. C'est un peu un autre sujet, me semble-t-il. Non, mais là, Rassurez-vous, si ce que rassurez-vous, ça a été le cas en amont de l'organisation de ce débat. Oui, m'étonne oui, pas. mais ça m'étonne pas, malheureusement. Ça m'étonne pas. Ce que dit Michel Badré est très juste. Moi, je suis personnellement mais agressée en permanence, quel que soit le sujet dont je parle, y compris sur LinkedIn, qui est quand même un réseau professionnel, parce que je suis la meurtrière du nucléaire. C'est du grand n'importe quoi. Oui, meurtrier du Mais nucléaire, c'est plutôt une... je peux parler de biodiversité ou, je sais pas moi, des fleurs sauvages. Je vais avoir des messages des pro-nucléaires pour me dire que je suis une honte ambulante, que je devrais pas même pas m'exprimer, que, etc. C'est incroyable. Il y a une violence sur les réseaux sociaux qui fait que le débat est extrêmement difficile. Michel Badré peut en témoigner parce qu'il l'a vu de près. Mais sur ce sujet, notamment du nucléaire, je considère pour ma part qu'on n'a pas de débat en France et qu'on n'arrive pas à en avoir un. Oui, absolument. Une dernière question, cette fois-ci c'est vrai, de la part de Henri Jaffeux. Voulez-vous prendre le micro? Oui. Voyez pas parce que j'ai pas de caméra sur mon écran. Je voudrais poser une question au panel concernant, là je reviens un peu sur le littéral de la charte de l'environnement. Ma question c'est concernant les arbitrages à faire entre le social, l'économique et l'environnemental. Quand on relit le préambule de la charte, 6 des considérants laissent entendre que, en quelque sorte, doit être prise en compte en premier et donc en décision finale, quand des décisions sont à prendre et à arbitrer, des questions environnementales. Par contre, l'avant-dernier considérant que je lis, que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. Ça donne à penser que, en quelque sorte, entre le social, l'économique et les différentes dimensions environnementales, bah, finalement, tout le monde est logé à la même enseigne. Et donc, je vois un peu une sorte de contradiction entre ce considérant-là euh, par rapport aux autres qui, quand on les lit, donnent quand même l'impression que c'est la question environnementale qui doit gouverner en quelque sorte les choix décisionnels. Voilà un peu la lecture que je fais et il me semble-t-il justement un problème quand Michel Badré tout à l'heure parlait des industries vertes finalement qui pour quantité de raisons, elles sortent en quelque sorte favorablement en termes de décisions à prendre. Je vois là la difficulté de cette charte finalement qui met l'environnement très en avant quant aux décisions à prendre, mais qui, au bout du compte, fait que environnement, social et économique sont à évaluer de la même façon.
Si je peux me permettre, juste, je partage pas tout à fait votre lecture. Lors des débats préalables à la Charte de l'environnement en 2004, il y a eu des personnes pour dire qu'il ne fallait pas aller vers une conciliation nature-culture, environnement-homme, mais vers une prééminence de l'environnement. C'est pas le choix qui a été fait par le pouvoir constituant, clairement pas, et notamment on retrouve ça dans le rapport de Nathalie Kosciusko-Morizet. Et surtout, j'en veux pour preuve qu'à plusieurs reprises, et notamment à cet article 6 de la charte, vous avez l'objectif de développement durable, qui est un objectif qui lui aussi ne fait pas consensus et qui pourtant a fait l'objet d'un choix ici, qu'on retrouve à l'article 110-1 et évidemment en droit international et évidemment en 1987 dans le rapport de Gro-Harlem-Brundtland. Et le développement durable, c'est un principe de conciliation qui est consubstantiel à cette charte, entre à la fois la priorité à donner à l'économique, au social, à l'environnement et certains diront à l'aspect démocratique, puisqu'il y a 3 ou 4 piliers au développement durable. Donc il ne s'agit pas de faire primer l'environnement qui serait réduit à l'extérieur de l'homme. D'ailleurs, l'environnement n'est pas nécessairement ce qui environne l'homme uniquement. C'est dans la charte, vous voyez d'ailleurs dès le premier considérant, c'est ce qui présuppose l'humanité, c'est ce qui la fonde, c'est ce qui a conditionné, nous dit le texte, son émergence. Donc il ne faut pas opposer les deux. Et le fait qu'il y ait le développement durable dans ce texte, tout comme dans le Code de l'environnement, montre qu'il ne faut surtout pas opposer les deux. On n'est pas du tout, comme d'ailleurs Nathalie l'a dit tout à l'heure, dans la deep écologie, qui va opposer les deux. C'est pas du tout la philosophie écologie humaniste anthropocentrée, assez anthropocentrée de ce texte, qui d'ailleurs a plutôt été critiqué pour son côté anthropocentré que non anthropocentré d'ailleurs, historiquement. Si je peux rajouter un mot, je partage totalement l'analyse d'Arnaud. Et du reste, si je me souviens bien, je ne sais plus quelle était cette décision, mais une décision récente du Conseil constitutionnel, où nous nous sommes réjouis de voir que le Conseil constitutionnel, mais peut-être Arnaud, vous vous souviendrez de la décision, moi je ne sais plus laquelle c'est, le Conseil constitutionnel réaffirmait ou affirmait pour la première fois que l'environnement était à traiter au même niveau que les autres intérêts généraux. Et on s'est dit, ça c'est bien, parce que généralement, ce n'est pas le cas. Tout à fait, tout à fait. Oui, mais ça pose quand même la question de l'arbitrage entre ces trois éléments. Si Oui, chacun est égaux à l'autre, eh ben oui, quelle est la règle de décision? ça dépend des cas, monsieur. Ça, tout le problème de la puissance publique qui a arbitré entre des intérêts généraux extrêmement différents. Alors, déjà, avoir la certitude que, pour ma part, je n'ai pas dans la vraie vie, je tiens à le préciser, que l'environnement est au même niveau que l'intérêt de l'emploi ou le développement économique ou le budget, ce serait déjà pas mal. Et je vous assure, je pense qu'on n'y est pas. Si je peux ajouter un mot par rapport à la question d'Henri Jaffeux, je pense que, en tout cas, toujours à propos de l'article 7 de la charte, dont j'ai dit tout au début que c'était celui sur lequel moi j'avais un peu d'expérience, quand on a un projet ou un programme qui est soumis à l'exercice de ses droits d'information et de participation à l'élaboration des décisions, on commence pas par se demander si on va faire peser plus lourd les enjeux environnementaux ou les enjeux sociaux ou les enjeux économiques. On se demande quel est le projet, comment il est présenté, quelles sont les options alternatives. C'est en général pas ça qui est le mieux fait dans les projets qui sont mis en débat. Est-ce que les options alternatives ont vraiment été examinées sérieusement? Est-ce que c'est pas simplement un alibi pour justifier l'option principale? Ça, c'est un sujet. Et deuxièmement, quand il y a des gens qui s'opposent au projet ou au programme présenté, moi j'ai un tout petit peu d'expérience là-dessus, j'ai jamais vu d'exemple où des gens s'opposent à un projet ou un programme en n'ayant aucune raison pour ça. Et dès qu'on gratte un peu, on trouve les raisons. Alors ça peut être des raisons très locales, on va dire que les gens sont nimbistes parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une éolienne au fond de leur jardin. Lequel d'entre vous a envie d'avoir une éolienne au fond de son jardin? Je ne sais pas. Mais c'est une raison qui est pas stupide en soi, mais encore faut-il l'identifier. Et puis d'autres fois, il va y avoir des raisons beaucoup plus larges. Et le fait que rien que ça, regarder quelles sont les options alternatives et quelles sont les raisons qui conduisent à ce qu'il y ait controverse,
Ça permet ensuite, Corinne Lepage vient de le dire il y a 3 minutes, au pouvoir politique d'exercer son choix. C'est vraiment son job de le faire, mais à partir d'un décortiquage de ces points-là, et pas d'une position de principe initiale consistant à dire mais est-ce que je vais mettre sur le dessus de la pile l'environnement ou le social ou l'économique. Il me semble que dans la pratique, c'est ce genre d'analyse qui se fait ou qu'il faudrait faire. Je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir, merci. Et n'oubliez pas que c'est encore la Saint-Valentin. Merci, au revoir. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.